vous le savez, entre Internet, les médias sociaux, tout ça, c'est totalement... Alors, les distinctions qui ont été engendrées par les besoins des premières économies industrielles, comme on dit, c'est totalement factice. C'est totalement factice aujourd'hui. Tout au format tout, quoi. C'est l'imagination. Ça n'aurait d'ailleurs rien voulu dire. Pour Léonard de Vinci, c'est un superbe peintre, mais c'était aussi également un ingénieur et un concepteur d'armes. Pour Shakespeare non plus, parce que Shakespeare était un génie de l'humain, mais c'est également un entrepreneur et un investisseur foncier. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Entrepreneur, créateur, tout ça, les distinctions sont venues après. Aujourd'hui, les produits qui ont le plus de valeur, les significations, ne sont pas produits par des machines, mais bien par l'imagination. Et comme on l'a vu quand je vous expliquais le début des Restos du Cœur, il y a un continuum extraordinaire entre le secteur non commercial et le secteur commercial. Bon, c'est de plus en plus, c'est le style de vie, la valeur culturelle qui sont véhiculés par le produit. Donc, ce qui nous attire en tant qu'individu quand on achète un produit, c'est le lien personnel qu'il crée avec nous. Il raconte notre histoire, et c'est pour ça qu'on y va. Et c'est, je regarde à ton, le langage du scénariste, de l'entertainer et de l'artiste qui s'est inséré dans l'économie globale. Donc, qu'est-ce qu'on voit aussi qu'est-ce qui est devenu clair? C'est que les économies modernes qui réussissent, c'est des exportatrices nettes, mais de leur culture dans le monde. On le verra. On va avoir une session sur le modèle français à l'épreuve de la mondialisation, ça ne sera pas triste. Rassurez-vous, il y a quand même un peu d'espoir. Donc, on peut encore faire notre exception culturelle, mais disons qu'on a besoin d'avoir des trademarks qui s'exportent, qui réussissent. D'ailleurs, à l'époque, je me tourne vers Louis, le général de Gaulle ne disait-il pas que Brigitte Bardot génère autant d'argent que la General Motors pour la France, que la General Motors pour les États-Unis. Donc, quelque part, il y a un peu quelques antécédents. Ensuite, on voit les patrons de la General Electric aujourd'hui qui déclarent « La créativité et l'imagination appliquées dans le contexte de l'entreprise est innovation. Qu'ils mesurent les performances des cadres supérieurs de l'entreprise selon leur degré d'imagination aussi. C'est le storytelling, l'art de raconter des histoires, les techniques de la narration prennent une importance capitale. Et dans notre secteur, la création de valeur émerge lorsque l'innovation technologique, la création artistique, l'entrepreneuriat se déploient ensemble. Et la rémunération, je me tourne vers Jean-Marc, la rémunération des acteurs clés n'est pas seulement l'argent, mais également un mode de vie, une réputation. C'est autre chose. Donc, cette créativité, le fait d'individus qui travaillent dans des structures de toute taille, de la très petite à la très grande, ce n'est pas l'apanage des petites structures, simplement. Ce n'est pas l'apanage de petits ateliers créatifs. Et avant de céder la parole donc, à mes amis intervenants et co-intervenants, je dirais que comme cette école, un cluster, vous savez, cet agrégat à la Silicon Valley, quelque part, est un cluster créatif doit comprendre que les entreprises à but non lucratif ont leur place, des institutions culturelles ont leur place, des expositions d'art et des artistes individuels, parallèlement à un parc de sciences et un media center, sont des endroits où on doit pouvoir vivre autant que travailler, des endroits où les produits culturels sont consommés autant que fabriqués. Ils doivent être ouverts 24 heures sur 24 pour travailler. Merci la loi Macron, ça vient d'arriver, mais enfin bon, a priori j'avais fait le texte avant. Donc on commence à s'y mettre quand même en France. Ouvert 24 heures sur 24. Vous avez vu dans les associations en underground, le campus, il est ouvert assez tard quand même, il n'y a pas de problème. J'espère que je ne dis pas de bêtises, Franck, mais quand même, on aura l'occasion de s'y retrouver parce qu'on fera un moment, un grand raout avec toutes les associations. Voilà. Donc, je vais donc là céder la parole. Alors, je la reprendrai après, il y a un fil conducteur, mine de rien. C'est pour essayer de vous montrer, après ces interventions quand même, en quelques mots, quelles sont les stratégies communes. Qu'est-ce qu'on peut tirer au plan des stratégies? Qu'est-ce qu'ils ont en commun, quelque part? Si on devait en tirer une substantifique moelle pour définir des business plans, des stratégies, dans le secteur dont on est en train de parler. Il faut vous habituer, c'est un exercice. C'est aujourd'hui pas un secteur comme un autre, mais il n'y a guère qu'en France, on pense que les derniers de la classe vont l'entertainment. Aux États-Unis, c'est les meilleurs qui sortent de Harvard, qui sont recrutés par les chaînes de télé, par les studios de cinéma ou par les autres entrepreneurs de spectacles. Donc on est en train de se rattraper, mais on est un petit peu... voilà. Disons que le droit d'auteur, n'est-ce pas Louis, est encore quelque chose qui est en train d'évoluer, mais on n'est pas tout à fait au niveau du copyright. Copyright aux États-Unis, mais Louis vous en dira plus, c'est plutôt un morceau de propriété. Aujourd'hui, c'est notre sacro-sainte exception culturelle et il faut le défendre. Bon. Alors, j'avais prévu, il n'y a pas d'ordre et de désordre,
Louis, pour conclure un peu, parce que cabinet d'avocats créatifs, propriété intellectuelle, c'est quand même mieux quand vous êtes peut-être plus habitué à ça, ou quelque part plus formé à ça. Parlons d'abord de contenu. J'avais prévu donc de donner d'abord la parole à Jean-Marc Dumontet. Ce qui se passe, c'est qu'Aton étant venu, tu me le confirmes, Aton, parce que au niveau santé, tout ça, tu me dis, voilà, parce que c'est un peu... C'est du boulot, la production, hein, ça n'a pas le nom, parce qu'en France, on est le producer à l'anglo-saxonne, on ne connaît pas. On se dit, tiens, comme disait un très grand avocat, Georges Kejman, hein, n'est-ce pas Louis, n'est-ce pas Jean-Marc, quand on produit, c'est pas simplement mettre une caméra et faire Trabadja à la Mouker. C'est un peu plus complexe que ça. Donc voilà. Et c'est pour ça que Jean-Marc va nous le décrire, Jean-Marc Dumontet, que j'accueille ici. Alors, 2-3 mots avant de l'accueillir. Donc, je répète, producteur de Canteloup, propriétaire de Bobino, des théâtres des points-virgules, du théâtre Antoine, producteur de télévision. Voilà. Si vous voulez voir ce que c'est qu'un mogul en pleine capacité, très connu dans son secteur, commence à être connu en dehors, c'est bien de voir les moguls avant qu'ils aient quelque part 75 ou 80 ans. Voilà Jean-Marc, un mogul en pleine possession de sa puissance, aujourd'hui, qui a été nommé par ses pairs président de l'Académie des Molières. Je lui cède la parole avec plaisir. Ladies and gentlemen, for the first time at the ESCP, Jean-Marc Dumontet. Ça fait un peu stand-up tout ça. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir d'être avec vous. C'est une chance. Ça ne me rajeunit pas. Et j'aimerais aussi que ce moment d'échange, parce que ce sera sans doute, et je l'espère, un échange, autrement ça voudra dire que j'ai été mauvais, et je ne suis pas là pour être mauvais, enfin je n'ai pas envie d'être mauvais, a priori, ça veut dire que aussi moi je dois vous apporter quelque chose. Donc moi je sais que c'est une chance pour moi de vous parler, parce que c'est intéressant de vous parler, parce que tout est commercial au fond, et qu'aujourd'hui, au-delà de mon expérience, c'est aussi mes entreprises dont je vais vous parler, c'est aussi un univers que je vais vous faire découvrir, voilà, vous êtes mes clients potentiels, parfois, parce que mes artistes, que ce soit Alex Lutz, que ce soit Bérangère Krief, que ce soit Nicolas Canteloup, que ce soit Fari, vous les connaissez peut-être, vous les consommerez peut-être. Mais au-delà de cet acte purement commercial et purement vil, pardonnez-moi, j'espère vraiment que je vais vous apporter des choses et j'espère que ce sera aussi non pas une chance, ce serait bien prétentieux, mais que je saurai déclencher chez vous 2-3 petites choses et que vous saurez vous rappeler de 2-3 petites leçons, en tout cas qui sont les miennes et celles de mon parcours. La première, et je vais vous faire un exposé un peu académique, parce que dans mes études on m'a appris ça et que 25 ans après on arrive mal à s'en défaire. Je vais vous parler au fond un peu de mon parcours, mon métier et puis quelques leçons que j'aimerais transmettre parce que j'ai envie de transmettre des choses. La première chose, c'est mon parcours. Effectivement, Alexandre y a fait référence. Je devais être notaire, voilà, depuis que j'ai l'âge de 5 ans, puisque mes 2 grands-pères étaient notaires. Mon père était notaire, on m'avait dit « tu seras notaire ». Et pour moi, c'était évident. Et puis, j'ai fait droit, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait du journalisme. J'ai eu la chance de toucher à beaucoup de choses. Donc, première chose, soyez curieux. Soyez curieux parce que au fond, le monde, et moi je suis un éternel optimiste, je suis un grand libéral et les libéraux, ils croient aux gens. Ils croient en l'aventure humaine, ils croient qu'on peut tout révolutionner. C'est ça les libéraux, hein. Les libéraux c'est la Révolution française. C'est le fameux laisser faire, laisser passer, qui n'est pas un appel au laxisme. Hein. C'est pas du tout ça. C'est qu'à une époque, avant la Révolution, quand le pouvoir royal a la mainmise et monopolise tout, quelques libéraux, quelques économistes disent « laissez faire, laissez passer ». C'est-à-dire que nous, société civile, on peut certainement faire aussi bien que vous. C'est ça le courant libéral, et c'est un courant optimiste. Et moi, j'ai la chance d'être optimiste, et de vous dire aussi une chose en préambule. Vous êtes des privilégiés. Vous êtes des privilégiés. Parce que vous êtes nés en France, dans un pays qui est magnifique. Vous êtes nés en France, dans un pays magnifique. Regardez ce qui se passe avec les migrants. Et je trouve que par devoir et par morale, on doit les accueillir. Pardon, on est loin de nos histoires, mais c'est important. Je crois que par devoir et par morale, on devrait les accueillir. C'est quoi ce pays rabougri ? C'est quoi ce pays rabougri, la France, qui ne veut pas accueillir des migrants, des gens qui fuient l'oppression, qui fuient la barbarie, qui fuient l'obscurantisme ?
Et nous, on cadenasse les frontières. Vous ne croyez pas qu'un grand pays qui fait 65 millions d'habitants, il ne peut pas accueillir 100 000 migrants? C'est quoi? C'est quoi? Bref, on est loin de notre sujet, mais c'est parce que je crois en un pays ouvert, je crois dans le monde, je crois dans la mondialisation qui est la nôtre, qui est notre chance, mais je crois aussi qu'on a des devoirs. Et vous avez des devoirs, parce que vous êtes des privilégiés. Votre premier devoir, c'est de vous dépasser en permanence. Votre premier devoir, c'est de saisir les chances qui sont les vôtres. Je ne connais pas bien votre école, Alexandre me fait le plaisir de penser que je peux peut-être vous être utile, donc m'invite aujourd'hui, mais je pense que vous êtes dans une très grande école, une très belle école qui vous offre plein d'opportunités. Saisissez-les. Soyez curieux, soyez gourmands de la vie, parce que soyez gourmands de la vie. Il y a juste un truc absurde dans la vie, c'est la fin. Mais autrement, tout est magnifique si vous l'avez décidé, et c'est à vous de le décider. Donc, je devais être notaire. Pardonnez-moi ces digressions, mais ce n'est pas tellement des digressions. C'est, à mon sens, assez cohérent. Je devais être notaire, et puis j'avais eu la chance de faire beaucoup de choses. Et donc, je suis parti sur l'entrepreneuriat. Moi, l'argent, l'entreprise, ça m'était totalement étranger. Mes deux grands-pères sont notaires, je vous le répète, mon père est notaire. L'entreprise, c'est pas quelque chose de bien. L'argent, c'était pas quelque chose de bien. D'abord parce que c'est très français, et puis que quand vous êtes dans une famille de professions judiciaires comme ça, de professions un peu privilégiées, de professions un peu de rentiers, au fond, l'argent, la concurrence, l'émulation, c'est pas des valeurs qui sont très communes. Voilà, donc il y avait une espèce de dédain, de scepticisme, de mise à l'écart par rapport à l'argent et par rapport à l'entrepreneuriat. Rien de farouche, j'ai pu me lancer facilement là-dedans. Et j'ai créé des entreprises sans y connaître rien. Et très vite, je me suis rendu compte d'un truc. Un truc tout bête. Dans une entreprise, il faut des clients. Alors ça paraît totalement saugrenu ce que je vous dis. Mais dans une entreprise, il faut des clients. Eh bien, je peux vous dire que 100% des entreprises ont cette problématique, elles n'ont pas assez de clients. 100%. Et 100% des entreprises ont la même problématique, elles ne gèrent pas bien leurs clients. Elles ne respectent pas assez bien leurs clients. Elles ne se mettent pas à la place de leurs clients. Elles ne se mettent pas à la place de leurs clients. C'est le restaurant qui vous explique que, ben non, il est 12h30, ils ne peuvent pas faire de réservation. C'est l'agent de la SNCF qui vous explique « Ah ben oui, si vous voulez tel coupon, il faut faire la queue dans un autre guichet » et qui se moque de vous. Les entreprises ne respectent pas assez leurs clients. Ça a été la grande découverte qui a été la mienne. Une entreprise, c'est aller chercher des clients. C'est aller chercher les clients et c'est les chérir. Parce que sans eux, il n'y a pas d'entreprise. Alors on est bien loin de l'entertainment. On est bien loin... évidemment du métier des paillettes. Mais au fond, moi j'ai eu la chance pendant 7 ans de créer et de posséder donc, et de diriger un journal économique en Aquitaine où j'étais. Et je me suis rendu compte que ce qui était important, c'était de connaître toutes les problématiques des entreprises, pardonnez-moi, et à quel point elles étaient permutables d'une entreprise à l'autre. Et puis, voilà, j'ai eu la chance de faire pas mal de choses, donc c'est pas très intéressant de vous en parler, mais j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Nicolas Canteloup en 98, et c'est le plus beau lancement de produit que j'ai fait de ma vie. Canteloup en 98, il n'existe pas, c'est rien. Et puis j'ai eu un très beau lancement de produit ensuite derrière avec, je dis lancement de produit volontairement parce que c'est iconoclaste, parce qu'on ne parle pas des artistes comme ça, mais parce que ça m'amuse aussi aujourd'hui avec vous de le dire, évidemment que c'est pas un produit, évidemment que c'est un homme, que ce sont des gens avec qui j'ai une très grande proximité affective, intellectuelle, mais c'est vrai que ça s'apparentait malgré tout, très clairement, à un lancement de produit. À l'époque, alors vous êtes beaucoup trop jeune, mais à l'époque, il y a déjà Laurent Gérard, qui est le numéro 1 dans l'imitation en France. Et c'est pas possible de le déloger. Et nous, on arrive avec Canteloup, je dis nous, tellement notre aventure, elle est tellement nous sommes proches et tellement nous l'avons vécu ensemble, on était les deux seuls à y croire en France, qu'on pouvait lancer un produit concurrent. Il y avait Gérard, il occupait tout le marché, c'était pas possible que quelqu'un d'autre arrive. On a fait quoi? On est dans une économie de l'offre. L'économie du spectacle, c'est une économie de l'offre. Une économie de l'offre, ça veut dire que c'est le produit qui va essayer de créer son marché. C'est ça que ça veut dire. Et que nous, on a la chance, en se disant, tiens, on va bien travailler,
et on va faire notre place. Mais l'iPhone, c'est l'exemple parfait de l'économie de l'offre. Alexandre le disait tout à l'heure, aujourd'hui on n'achète pas un manteau parce qu'on a froid, on achète un manteau aussi parce que ça va être porteur de valeur, parce que ça va être porteur de positionnement dans la société. Donc on est dans l'économie de l'offre, et il faut que mon produit Canteloup il soit très bon. Donc on a bossé. À l'époque, 98, c'est le début du net, ça n'existe pas, donc c'est pas du tout un relais possible. Et comme en plus moi je suis un vieux, tous les jours je demandais à Canteloup de m'envoyer un fax. Il m'envoyait un fax avec les nouveaux textes qu'il avait écrits, parce que je savais que par rapport à la concurrence, il fallait être meilleur. Et donc il n'y a rien de mieux pour être meilleur que de s'entraîner. Un sportif, il fait des tours de stade. Un joueur de foot, il fait des jongles. Et puis, un imitateur ou un artiste, un humoriste, il faut qu'il écrive. Et puis, il faut surtout qu'il ait quelqu'un avec lui qui soit intransigeant et qui, en permanence, lui demande d'être exigeant. Voilà. Et 17 ans après, pour vous parler de cette exigence, hier, j'étais encore en train de dire à Canteloup que sa voix d'Emmanuel Macron n'était pas la bonne, d'aller écouter sur YouTube Macron en vérité et Macron en Canteloup, de lui mettre côte à côte. Et Nicolas m'a dit, mais t'es le seul à le savoir. J'ai dit peut-être, mais faut que malgré tout, malgré notre statut aujourd'hui, faut qu'on ait cette exigence toujours d'essayer d'être en tête, parce que le cycle de vie d'un humoriste, c'est le même cycle de vie, ou peut-être un peu avec des différences, que d'autres produits, et que donc il faut toujours avoir une grande exigence. Alors pour lancer Canteloup, ça a été très compliqué. On arrive en 2001, on fait notre première scène au théâtre Trévise, 250 places, impossible de le remplir. Moi, mon travail, c'était pas trouver des payants, ça c'était impossible, c'était trouver des invités. Donc tous les jours, j'avais 3 personnes à temps plein. C'est compliqué, c'est très compliqué de trouver 200 personnes par jour qui viennent voir un spectacle. C'est très compliqué. Et moi, je savais que ça allait créer un bouche à oreille à partir du moment où mon produit était un bon produit, mon spectacle était un bon spectacle. Je savais que les gens, ils découvriraient Canteloup. Parce que vous savez, en matière de spectacle, et c'est souvent aussi d'ailleurs en matière économique le cas, on croit que parce qu'on a un bon produit, ça suffit. Il suffit de le mettre dans le rayon, ça va marcher, mais rien du tout. Le consommateur, il n'est pas curieux. Personne n'est curieux. Aucun de vous n'est curieux. Aucun de vous ne va voir un spectacle comme ça juste parce qu'il a vu une affiche et que ça lui paraît sympathique. Non. Il y va parce qu'il a vu une vidéo, parce que son meilleur ami lui dit que c'est excellent, ou parce qu'il en a vraiment entendu parler, ou parce qu'il l'a vu à la télé. Mais on ne va pas comme ça découvrir un spectacle ou un produit culturel. On a tous besoin d'être convaincus, d'être référencés, d'être rassurés. Et c'est en ça qu'il y a des point commun très fort entre le métier de l'entertainment et le monde de l'entreprise. Donc, mon premier travail, c'était d'avoir 3 personnes à temps plein qui allaient faire en sorte que tous les jours, il y ait 200 personnes dans la salle. Et on l'a fait, octobre, novembre, décembre, 22h30, l'horaire le plus pourri qui existait. Il fait froid et c'est difficile, 200 par jour, il faut les trouver. Donc à l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux pour accélérer les mouvements. Alors qu'est-ce qu'on fait ? À l'époque, on prenait les pages blanches, et on prenait les pages blanches inversées par quartier, c'est-à-dire qu'on appelait les gens du quartier parce qu'on s'était dit, tiens, ils vont venir plus facilement si c'est à 2 pas de chez eux. Et comme ça, on a commencé à faire notre petite pelote de laine, notre petite boule de neige, et qui grandissait. Et puis ça allait pas assez vite. Donc un jour, j'ai dit à Nicolas, c'est en 2003, j'ai dit, Nicolas, on va faire l'Olympia. Ça n'a aucun sens. Personne ne le connaît, on ne peut pas remplir l'Olympia. L'Olympia, il me voit venir, il me donne la date du 10 mai 2003. Alors ça ne vous dit rien, évidemment. Vous savez que le 8 mai, c'est férié, et cette année-là, le 10 mai, c'était un samedi, donc on est au mois de mai, il fait beau. Donc c'est le grand pont où il n'y a plus personne à Paris, et puis il y a l'abruti de provincial qui veut louer pour son compte loup, personne ne connaît, qui veut louer l'Olympia. Donc on loue l'Olympia, 138 payants, 2000 places. 138 payants, mais Nicolas, on avait fait beaucoup de conventions d'entreprise, parce qu'il a quelque chose où il est, comme sur d'autres points d'ailleurs, brillantissime. C'est-à-dire que Nicolas, il assistait à des conventions d'entreprise, il en a fait beaucoup, et derrière, il en faisait la parodie. Voilà. C'est-à-dire que si Nicolas était là, et moi j'avais tout à l'heure, parce que ça fait 17 ans qu'on travaille avec Nicolas, j'avais cette envie-là de faire le pastiche de notre ami Alexandre, une citation en anglais à la minute. J'avais
J'avais envie de faire Franck qui nous disait que ça allait être dense et varié. Voilà. Mais je ne suis pas Canteloup. Et Nicolas a fait beaucoup ça. Donc, en parallèle de ces 138 payants individuels que je dois remercier parce qu'ils nous ont fait confiance à un moment où on n'était rien, on avait vendu aussi à des entreprises 1200 places. Donc, j'ai fait une belle soirée. Et puis, je ne faisais pas l'Olympia comme une finalité. L'Olympia, c'était un prétexte à communication avant tout. Et ce prétexte à communication, il a merveilleusement bien marché. Parce que les équipes de Drucker se sont dit, tiens, ce mec qu'on ne connaît pas, Canteloup, il fait l'Olympia, c'est bizarre. Donc on va aller voir. Ils sont venus voir, et Canteloup, qui à chaque fois qu'il fallait être au rendez-vous, était toujours au rendez-vous et excellent, il a séduit tout le monde. Et en 2003, on a été accueillis en récurrent chez Drucker. C'était dur, la télé, fallait savoir dompter le petit écran. Tu me dis, Alexandre, parce que je ne sais pas du tout depuis combien de temps je parle, fallait dompter ce petit écran, et à partir de 2004, on a commencé à Europe 1, on a démarré donc notre 11e saison hier sur Europe 1, et hier à 13h, et ça vous explique mon métier, j'avais convoqué les 2 auteurs de Canteloup parce que j'étais pas content de notre reprise. C'est toujours difficile, on est un diesel, il faut se remettre dans l'actualité, voilà. Et j'avais convoqué donc les 2 auteurs de Canteloup qui sont des gens très brillants, et mon job à moi c'est de manager toute cette équipe, les auteurs et Canteloup, pour qu'on soit meilleur sur nos angles, pour qu'on soit plus acerbe, pour qu'on soit plus mordant. Voilà, parce qu'au début on avait mis un peu le frein hier au fond, et là fallait vraiment lâcher la bête et qu'on soit beaucoup plus mordant, ce qui était le cas de ce matin. Tout ça pour vous expliquer que même avec le petit succès que peut avoir Nicolas, puisqu'il fait 7,5 millions à 8 millions de moyenne sur TF1, même avec 11 ans d'Europe 1, tous les jours on doit avoir cette même exigence, et le jour où on perd l'exigence, on n'est plus dans le match. Exigence, détermination, et puis engagement. Vous l'avez dit tout à l'heure. Moi, je crois à ce terme d'engagement. Moi, j'aime les termes engagés. J'aime le terme de l'engagement. J'ai la chance de produire Alex Lutz, que j'ai connu quand j'ai racheté le Point Virgule en 2006. C'était le premier artiste que j'ai produit en janvier 2007. Alex, donc vous le connaissez certains directement, et puis d'autres parce que vous connaissez Catherine et Liliane. Alex, par exemple, pour Catherine et Liliane, ça a été quelqu'un de très très déterminé. Au début, Canal n'en voulait pas. Alors c'est génial parce qu'aujourd'hui à Canal, ils sont tous à revendiquer. On a découvert Alex Lutz. Moi, je me rappelle Alex qui appelait tout le monde de la chaîne en permanence parce qu'il voulait absolument rentrer et les autres n'en voulaient pas. Voilà. Et puis, à force de ténacité, il y est parvenu. Ça veut dire quoi? Mais ça me permet de rebondir sur l'expérience des Restos du Cœur. Ça permet de dire que quand on veut quelque chose et quand on essaye de s'en donner les moyens, on a plutôt quand même pas mal la chance de le réussir. On ne réussit pas à tous les coups. Si on réussissait à tous les coups, on serait milliardaire. Malheureusement, je ne suis pas milliardaire. Mais quand même, quand on se donne l'envie de réussir, on a plus de chances de réussir que si on ne se donne pas l'envie. Et je vais... Vas-y. Jean-Marc, alors c'était exceptionnel de t'avoir, et c'est vrai que... Mais vraiment, étant donné que tu es là, peux-tu nous dire quelques mots sur... Parce que tu es certainement le meilleur spécialiste en France sur le management d'un théâtre. Parce que Jean-Marc, qui a aussi des expériences de restauration, tout ça, est certainement le meilleur manager, gestionnaire de théâtre du pays. Au moins. Au moins, oui. Au moins. Je suis déçu parce que c'est juste au niveau du pays. Bon, j'espérais que ce soit européen, mais bon, tant pis. On est au SCP Europe, non. Ça peut être considéré européen. Moi, j'ai eu la chance, on parlait d'engagement, on parlait des spectacles. J'ai eu la chance un jour, quelqu'un m'a dit je viens de racheter le Théâtre des Variétés. C'était un Bordelais comme moi, c'est en 2005. Je viens de racheter le Théâtre des Variétés, vous allez le diriger. Moi, j'étais à Bordeaux. J'envisageais pas du tout d'aller diriger un théâtre, donc j'ai dit non. Et puis 15 jours après, je suis revenu le voir et je lui ai dit oui. Et j'ai dirigé ce théâtre pendant 2 ans. Et j'ai produit là-dedans un spectacle avec Pierre Richard et Pierre Palmade, où on a fait 200 dates à guichet fermé. Et ensuite, j'ai produit Lynn Renaud et Muriel Robin, c'était en 2008, dans Fugueuse, record historique à la télévision avec 8,3 millions de personnes devant leur poste. Et là, je me suis rendu compte, mais comme toujours,
que c'était le contenu qui était déterminant, évidemment, c'est la qualité, c'est pour ça que je vous parle d'une économie de l'offre, c'est la qualité de nos spectacles, c'est la qualité de ce qu'on va soumettre aux spectateurs qui va faire son chemin. Alors bien sûr, parfois on a des échecs, parce qu'on peut avoir des très très bons spectacles, et puis qui ne marchent pas, parce qu'ils ne sont pas en phase avec l'air du temps, mais la plupart du temps, je crois que il faut être fier de ce qu'on fait. Dans mon métier, moi, je suis fier de ce que je produis. Et c'est vraiment notre paramètre. Je dois produire 15 ou 16 spectacles par an. Il faut qu'on soit fier parce que si on y croit, ça doit pouvoir marcher. Et pendant toutes nos périodes de vache maigre avec Canteloup, je disais à Canteloup, je suis ton premier client. C'est-à-dire que si je crois en toi, on va être capable de bouleverser la donne, on va être capable de se faire notre petite place au soleil. Alors pour revenir sur les théâtres, un théâtre, c'est une entreprise. Un théâtre, c'est une entreprise. Les théâtres, longtemps à Paris, d'abord ont adopté une attitude extrêmement, j'allais dire, négative et repliée sur eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils pleurnichent tout le temps. Voilà. Les théâtres, à Paris, ils pleurnichent. Ils expliquent que c'est difficile, qu'ils vont mourir, que la conjoncture est difficile, que les acteurs sont exigeants, que les acteurs sont infidèles, que les auteurs ne sont pas à la hauteur, etc., etc. Bon, renversons. Moi, quand j'ai un théâtre, j'ai des clients, j'ai deux types de clients. Mes premiers clients, c'est les artistes. C'est mes premiers clients. Comme mes premiers clients en production, quand je parle d'Alex Lutz ou Canteloup. Canteloup, on travaille ensemble depuis 17 ans, on n'a pas de contrat depuis 2002. Tous les jours, on échange nos services. Et l'un est ravi de l'autre, et inversement. Enfin, j'espère en tout cas. Et inversement. C'est mon client permanent. C'est un client, c'est pas une signature, c'est un engagement, c'est un devoir qu'on a par rapport à lui. Et moi, j'ai des devoirs par rapport à mes artistes et j'ai des devoirs de les défendre. Mes clients, c'est les artistes. Un jour, j'ai Lucchini qui est arrivé dans mon bureau. C'était en 2012. C'était à l'époque où j'avais racheté les Folies Bergères que j'ai revendues depuis au groupe Lagardère. Et il vient dans mon théâtre, aux Folies Bergères. Je le connais pas, Lucchini. Et puis c'est un grand fauve quand même. C'est une rockstar. C'est un type qui remplit toutes les salles. Et il était venu pour 10 dates. Et comme j'ai bien fait le job, et vraiment je le dis avec beaucoup de prétention, comme j'ai fait bien le job, je l'ai gardé pendant 200 dates. Voilà, parce qu'il s'est senti en phase avec moi. Il était à l'aise avec moi et il savait que j'allais faire le job. Et le job, ça a été parfois de bousculer une distribution qui l'entourait, parce que ça n'allait pas. Donc de prendre les choses en main, parce que c'est ça, et aussi on va en parler sur le rôle du patron, enfin j'aimerais en parler parce que si j'ai une minute, mais le rôle d'un patron, et c'est le plus beau métier du monde, et j'adore ce métier pour ça, le rôle d'un patron, c'est que vous êtes responsable de tout. Vous êtes responsable de tout. Je suis responsable de tout ce qui se passe chez moi, de A à Z. Voilà, de A à Z. Quand il y a marqué sur une affiche « Jean-Marc Dumontet présente », ça veut dire que je suis responsable du show. Ça veut dire que ce qu'il y a dans le show, j'ai le pouvoir de le bouger. C'est la grande chance que j'ai par rapport au cinéma, où au cinéma, une fois que c'est tourné et c'est compliqué. Au théâtre, on peut refaire et refaire. Et en ce moment, je produis quelqu'un qui s'appelle Christelle Chollet au Grand Point Virgule, et on va faire 20 Bataclan. C'est une jeune femme qui avait rempli pendant 8 mois le Théâtre de la Renaissance. Et artistiquement, elle était à un moment de sa carrière où elle voulait que ça bouge. Et ils sont venus me chercher, c'est pas moi qui les produisais, ils sont venus me chercher en me disant on a besoin, Jean-Marc, d'un contradicteur. On a besoin de quelqu'un qui va apporter un point de vue et qui va les bousculer, qui va refuser. Et moi, je suis quelqu'un qui, quand je suis dans une salle de théâtre, je prends 3 pages de notes et je vais les voir après. Voilà, je suis pas d'accord sur ça, sur ça, sur ça. Pourquoi ? Je suis pas meilleur qu'un autre, je suis juste dans la salle. Je suis juste dans la salle. Et comme je suis dans la salle, je suis pas l'artiste. Vous voyez, ma prestation aujourd'hui, vous allez peut-être me trouver arrogant, désagréable, j'en sais rien. Je sais pas ce que je donne. Je sais pas comment vous me percevez. Un artiste, sur scène, il ne sait pas comment il se perçoit. Avec Canteloup, on a fait parfois 20 Olympia. Et à chaque fois, on est au début avant le spectacle, on est avec lui, les auteurs, le metteur en scène et moi. Et à chaque fois, on le brief, on lui dit fais attention à ça, fais attention à ça. Et un jour, je dis à Nicolas, t'es le patron sur scène. Donc tu poses. Voilà, t'es le patron, tu poses. Pas la peine d'accélérer ton débit, tu poses. Et il nous fait une présentation dramatique, nulle. Et avec les auteurs, on s'échange des textos pendant tout le spectacle. Vraiment, hein, qu'est-ce qui se passe ? Enfin, où est-ce qu'il est parti ? Il est encore sur son cheval. Enfin bon, on s'amuse tous. Et Nicolas, on le voit donc dans les coulisses.
Et il nous a dit, vous avez vu, j'ai été très très bon, hein, j'ai bien posé comme vous m'avez demandé. Et au contraire, il était tellement lent, il avait tellement pas le rythme qu'il en était ennuyeux. Donc tout ça pour dire que moi, la chance que j'ai, et c'est un très bon pont entre le métier de producteur et de patron, la chance que j'ai, c'est que je suis dans la salle. Et comme je suis dans la salle, je sais comment le public le perçoit. J'essaye d'être totalement dégagé de la dictature du rire. Moi, ça ne m'intéresse pas de chercher un rire gras. Ce qui m'intéresse, c'est de chercher un bien vu, quelque chose de malin. Et c'est le même métier que celui de patron, parce qu'on a la possibilité de changer le cours des choses. Mais comme dans la vie, c'était mon préambule, vous êtes tous maîtres de votre vie et vous avez tous le loisir de changer le cours de votre vie. À vous de prendre votre destin en main. Merci Jean-Marc, je crois que vraiment on peut l'applaudir. Hein. Bravo, superbe, merci beaucoup. Bravo. J'ajoute que Jean-Marc, avis aux amateurs, a pris mon fils en stage, mon fils a 20 ans, et il a été très impressionné par tes services par rapport aux entreprises. Les spectacles pour les entreprises, très développés chez Jean-Marc, comme vous imaginez. Alors, Aton. J'espère que tu as survécu à cette talentueuse, voire géniale prestation, parce que c'est pas souvent qu'on peut pénétrer dans les coulisses du spectacle comme ça, et véritablement, voilà. Et là, véritablement, vous avez, pour ceux qui ont... mais de toute façon, on enregistre, et on va retravailler dessus. Comme dirait l'autre, que ceux qui ont des oreilles entendent, et vous avez des oreilles particulièrement développées. Aton, Soumache. Tu t'assois, voilà, grand producteur de cinéma, va nous raconter son parcours, ce qu'il est et tout ce qui lui passe par la tête. D'accord, merci. Excusez-moi, je vais m'asseoir, parce que je me suis fait opérer hier, j'ai une broche, on m'a broché, donc c'est vraiment pas du chiquet. Je suis sous morphine, donc attention au débit, ça peut être très aléatoire. Bon, écoutez, donc, si vous avez rien compris, mais soutenez-moi parce que c'est dur. Voilà, donc, merci. Non, écoutez, bon, après cette brillante prestation, moi je vais vous très simplement témoigner. Alors évidemment, c'est vrai que, comme vous le disiez, ça ne me rajeunit pas de vous voir. C'est clair, moi voilà, j'ai 44 ans, je suis père de 3 enfants, j'ai créé ma société, j'avais 23 ans. Voilà, je sortais de l'école, je travaillais aux Nations Unies pendant 2 ans, je pensais aller sauver pas mal de gens au bout du monde. Donc j'ai travaillé aux Nations Unies, j'ai été haut fonctionnaire pour le HR, et puis je suis revenu en France et j'avais une passion depuis tout petit. Donc là, moi j'ai parlé de la passion. Moi je parle de la passion parce que je pense que ce qui m'a amené à l'entrepreneuriat. Et moi je pense juste un tout petit mot sur les entreprises. Il y a autant d'entreprises que d'entrepreneurs. Donc je pense pas qu'il y ait une règle. Je pense que chaque société ressemble à son entrepreneur et à son dirigeant. Et donc voilà, donc je vais vous décrire modestement ce qu'est ma société et ce qu'est ma passion. Donc moi voilà, j'avais 10-11 ans et j'adore pas le cinéma, étonnamment, j'adore l'animation. Donc voilà, donc j'adore le dessin animé, le dessin. J'avais une passion pour les BD. Je suis certainement un des 10 grands collectionneurs de BD en France. Et voilà, c'est une vraie passion pour moi, le dessin animé, évidemment l'histoire de la création de l'animation. Et puis j'en ai fait ma passion, tout en ayant des parents qui m'ont poussé à faire mes études sérieuses, comme vous les faites là aujourd'hui. Voilà, donc j'ai fait mes études, j'étais à Sciences Po, j'ai passé mon doctorat, etc. Peu importe, mais c'est vrai que voilà. Et puis je suis revenu en disant mais qu'est-ce qui m'anime, C'est pour ça que les études, c'est un magnifique outil. C'est une caisse à outils extraordinaire. Profitez-en, c'est une boîte à outils géniale qui vous permettra de faire plein de choses. Donc faut en profiter pleinement. C'est génial d'être dans cette école. Bravo, évidemment, comme on dit, on est des privilégiés. Faire des grandes écoles, je pense que c'est bien, c'est une très bonne formation et ça permet de s'adapter au monde et s'adapter à ses passions, à ses envies et essayer de donner un petit peu de sens à sa vie, à ce qu'on fait. Donc voilà, donc moi je l'ai pas tout de suite compris, j'ai fait des études pour faire plaisir à mes parents. Je suis pas sûr que j'étais très lucide quand je les ai, mais je les ai faites. Et puis plus tard, j'en ai profité vraiment. Je me suis rendu compte qu'en fin de compte, c'était des magnifiques outils qu'on m'avait donnés, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir comprendre, analyser des sujets. Voilà, donc ça c'était et c'est vrai que la curiosité est importante. Moi, j'ai fait mes études en étant légèrement frustré, j'avoue. C'est que je faisais mes études d'un côté et j'étais animé par ma passion qui est l'animation. Mes parents m'ont refusé que je fasse la FEMIS et ils ont voulu que je fasse Sciences Po, etc. Que je fasse ma prépa à l'ENA. Et puis j'ai arrêté, je suis rentré aux Nations Unies et puis je suis revenu en France après 2 ans en Afrique.
Et je suis rentré en disant, là, j'ai quand même envie. Donc, j'étais président des grandes écoles, de Cinémathèque des grandes écoles de Paris. Et j'avais ouvert le département animation à l'époque, qui n'existait pas. Mais j'ai participé aussi à la création du département animation à la FEMIS plus tard. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est une vraie passion. J'ai donc rentré en France, j'avais 23 ans. Et j'ai un de mes meilleurs amis qui sortait d'une école de dessin qui s'appelle les SAG et qui était graphiste, qui avait un magnifique court-métrage. Voilà, donc je suis tombé amoureux de son court-métrage, de son projet de court-métrage. Et puis tout en travaillant, revenant des Nations Unies où j'avais travaillé à Genève, j'étais revenu à Paris et je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Donc je savais pas si j'allais enseigner, Et puis j'ai vu ce projet et je lui ai dit, écoute, j'ai demandé à mes parents, je suis rentré chez moi, j'étais chez mes parents. Et pendant 2-3 ans, j'ai monté mon entreprise en gagnant beaucoup, rien du tout. Mais c'est normal, c'est un investissement important. Et puis j'ai produit ce court-métrage. Bon, c'est vrai que j'ai eu la chance, c'était les Oscars. Donc c'était voilà bon, ils sont pas tous aux Oscars les films, je vous rassure. Mais voilà, du coup on a fait ce court métrage, j'ai monté mon entreprise. Alors je sais pas du tout ce qu'était une entreprise. Moi je suis issu d'une famille de 68 arts, voilà, un père centralien, une mère normalienne et qui était très 68 arts. Ils m'ont donné un prénom, voilà, parce que je répondrai à la question que tout le monde se pose, pourquoi a-t-on? Donc voilà, donc comme ça sera fait, comme je l'ai répondu une fois. Voilà, c'est une excentricité parentale il y a 68. Ma mère est anglaise, mon père est du Limousin. Donc difficile de croire que je m'appelle Aton, mais si c'était une fille, c'était Nefertiti, et sinon c'était Aton, Akhenaton. Mon père était amoureux de l'égyptologie, comme vous avez pu le comprendre, voilà. Et par ailleurs aussi, c'est la première trace judéo-chrétienne, c'est-à-dire que bon, c'est pour ceux qui vont un peu plus loin. Ma mère étant juive, mon père étant catholique, mon père a dit qu'on allait régler le problème par la première trace de monothéisme qui était Akhenaton, donc ça allait régler le problème entre les juifs et les chrétiens. Voilà. Sur ce, voilà, donc on s'appelle Aton Soumache, il faut y aller. Mais pas simple, parce qu'on me demande d'où tu viens. Donc je viens du Limousin et de l'Angleterre, voilà, simple. Et je veux faire des dessins animés, voilà. Sur cette petite anecdote, non, voilà. Donc j'ai monté mon entreprise. Exactement, je sais pas du tout ce qu'était une entreprise. J'étais pas forcément familier avec l'entrepreneuriat, avec le capitalisme. Et c'est la passion qui m'a animé, vraiment de faire ce plus beau film possible. Donc évidemment de choisir des talents, de fédérer des compétences. Et puis petit à petit, voilà, c'est vrai que tout ce que j'ai pu apprendre durant mes études et l'expérience de la vie aussi, c'est-à-dire que voilà, si on parlait des associations, on parlait de tout vous enrichit. Et vous avez la chance à votre âge d'être dans un catalyseur incroyable, dans une vivacité, dans une énergie, dans une curiosité. Donc profitez de ça, soyez des aimants, attrapez tout, profitez. Les journées font 24 heures, essayez de travailler au moins 22 heures. Et en tout cas, c'est des moments géniaux. Non, mais je dis travailler, c'est apprendre plein de choses, écouter, être curieux, s'amuser, parce que je pense que le plaisir est indispensable. Le plaisir dans l'entreprise est indispensable. Et donc voilà, donc moi j'ai monté mon entreprise, j'avais 23 ans, je savais même pas comment on faisait, j'avais un fax. Malheureusement, je suis de la génération du fax aussi au démarrage. Enfin, les derniers fax, puisque après je suis passé comme Internet. Mais voilà, et du coup on a monté mon entreprise. Donc j'ai fait du dessin animé, c'était des courts-métrages. Donc le court-métrage, on va pas parler d'économie du court-métrage, il y en a pas. Mais en tout cas ceux qui disent qu'il y en a, il n'y en a pas, clairement. Mais c'était une école, c'était ma propre école d'apprentissage. Alors j'ai trouvé une économie de l'équilibre, qui est plus de l'ordre de l'association, le court-métrage. C'est pour ça que c'est difficile de vivre du court-métrage, on n'en vit pas. Voilà, mais ça m'a permis de rencontrer plein de jeunes talents. Voilà, plein de jeunes talents. J'ai pu produire des courts-métrages, j'ai produit des clips. Et puis là, je me suis dit, il faut que je gagne ma vie. Donc la problématique économique, au bout de 2 ans, je ne vais pas faire 10 ans de court-métrage en vivant sur le système des intermittents, etc. Ça me déprimait. Donc au bout de 2 ans, je me suis dit, il faut que je trouve une manière de rendre les choses un petit peu plus rentables. Et donc j'ai produit beaucoup de clips. Voilà. Donc j'avais des amis qui sont devenus entre-temps des grands chanteurs, mais mes amis les Daft Punk et M, qui étaient des copains d'enfance. Voilà, comme ça fait bien, ouais, comme ça, ouais, voilà. Non mais bon, il se trouve que c'est une bande du 18e arrondissement, parce que je suis du 1-8, et voilà, donc excusez-moi, je suis né dans le 1-8, mes enfants sont 1-8, ma femme est du 1-8, et c'est la 4e génération du 1-8, donc voilà, donc vivement Marthe. Mais sinon, non, voilà, du coup, c'est vrai que j'ai mes copains à Montmartre, voilà, donc on a vu, donc j'aurais aidé à produire leur premier clip, donc les tout premiers clips de M, de Mathieu Bogart, Mathieu Chédid. J'ai produit les clips du coup du papa aussi, et puis des Daft Punk, les tout premiers clips, voilà, Around the World, etc. Et ça m'a permis de m'apprendre. Et le petite astuce qu'on avait quand on faisait ça avec les courts-métrages, c'est que je finançais 100% du clip, je prenais 100% de la marge, et je faisais un court-métrage avec. Donc je négociais avec les prestataires en disant, écoutez, moi je suis pas là pour gagner ma vie sur les clips, mais je suis là pour découvrir des talents. Donc on utilisait 100% de toute la marge, et on allait voir les prestataires en disant, écoutez, je vous paye plein pot la caméra, le matériel, mais vous me le donnez gratuitement une semaine de plus, et derrière je produis court. Et j'ai pu produire comme ça en 3 ans plus de 35 courts-métrages. Donc ça a été j'ai été la machine à fabriquer des courts-métrages, et on avait trouvé un modèle économique. Voilà. Bon, c'était pas viable, puisque le clip, comme on le disait tout à l'heure, et comme le disait très justement mon ami Alexandre, et merci de m'avoir invité,
Alexandre, voilà, il y a eu la crise de la musique, donc le clip, bien sûr, donc j'ai plus de clip, il a fallu un moment, voilà. Et donc au bout de 5-6 ans, on a eu beaucoup de prix, j'ai eu la chance de gagner beaucoup de prix de court-métrage, on a eu une Palme d'Or avec un court-métrage qui s'appelait Homme sans tête, on a gagné 3 fois nommé aux Oscars, etc. Donc c'était chouette. Et derrière, j'ai pu commencer à me dire, il faut que je structure mon entreprise. Et donc là, je suis devenu un peu plus entrepreneur. Et donc j'ai fait une petite levée de fonds. Donc là, ça existe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à mon époque, c'était un peu moins professionnel. Aujourd'hui, je pense que l'entertainment est un vrai métier. Il faut lui donner. C'est vrai qu'en France, on a encore une étiquette un peu de saltimbanque ou artiste, mais c'est un vrai métier. Aux États-Unis, c'est le deuxième métier après l'armement quand on quitte les grandes écoles. Et donc c'est un vrai métier. Alors c'est quasiment trop professionnel chez eux, mais au moins en tout cas, c'est très carré. Et en France, nos métiers sont professionnels. La jeune génération de producteurs aujourd'hui, vraiment est beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus carrée et approche et aborde leurs problématiques du point de vue de la clientèle, du point de vue du marché, et essaie de poser les bonnes questions, que ce soit sur des cinémas d'auteur ou du cinéma, on va dire, pour plus grand public. Donc voilà, donc je passerai très rapidement parce que je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais donc j'ai créé deux structures, une activité dans le domaine de la télé, la série d'animation. Et c'est vrai que l'animation a quelque chose de génial, et une des raisons pour lesquelles je pense, comme je suis un producteur mégalo, j'avais du mal à... C'est vrai que faire un film à la Blade Runner, en France, je pense qu'il faut mieux que je m'immigre aux États-Unis. L'animation me permet un peu d'être un producteur à Blade Runner. J'ai fait un film qui s'appelait Renaissance, c'est un film en noir et blanc, sur Paris 2035, en animation. Et l'animation a deux choses extraordinaires en termes de marché. On va parler un peu de produit. C'est un produit à la fois qui s'exporte, puisqu'en France, on est le 3e producteur au monde et 3e exportateur au monde d'animation. C'est le premier produit audiovisuel qui s'exporte. Donc nous, nos produits s'exportent fortement dans le monde entier. Donc la France, après les États-Unis et le Japon, sont les 3e producteurs au monde d'animation. Donc on peut être fier de ça. Et c'est vrai que la magie de l'animation, c'est que ça voyage à travers le monde. Et quand on fait des dessins animés pour les enfants, votre clientèle se rajeunit tous les ans. Donc c'est pratique. Donc votre produit quand même dure sur la durée. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est une économie de catalogue et de durée. Et plus votre catalogue entre guillemets est de qualité est important, et plus votre entreprise vaut. Donc voilà, donc j'ai commencé à produire beaucoup de séries d'animation. Il se trouve qu'aujourd'hui, on est à la fois le premier producteur français d'animation et le 2e producteur européen d'animation, avec ce site qui s'appelle Méthode d'animation. Et puis j'ai par ailleurs, bien sûr, continué à faire du long métrage, alors dit live, classique. Donc j'ai un associé avec qui on a produit par exemple Le Prénom, ou cette année Papa ou Maman, pour ceux qui ont vu ce couple qui divorce et qui se bat pour pas avoir la garde des enfants. Mais voilà, du coup, on a fait cette comédie avec Laurent Lafitte. Donc, on a un petit pôle qui fait des comédies françaises. On essaie de trouver notre marché. Donc, voilà, de faire des comédies. Alors là, je parle que des films qui ont marché. Hein. Évidemment, je parlerai de l'échec. Et juste un petit mot sur l'échec, puisque tu en parlais. L'échec, pour moi, est indispensable. Hein. Je le dis, comme disait, c'est pas moi qui le dis, c'est James Cameron, mais il dit l'échec est une option, pas la peur. Et je pense véritablement qu'il faut vraiment pas avoir peur de l'échec, parce que vous avez peur, vous ne faites plus rien. Donc, entrepreneur, c'est prendre des risques et ne pas avoir peur de l'échec, évidemment. C'est comme ça aussi on apprend. Alors, bon, faut peut-être pas trop les enchaîner, parce qu'à un moment, mais voilà. Mais en tout cas, l'échec est quelque chose qu'il faut aussi analyser, regarder. Et je pense que aussi, je sais pas si dans les écoles on apprend aussi à analyser dans les écoles de commerce, mais c'est important de regarder aussi. Moi, j'ai une société. Je me suis lancé dans le jeu vidéo. Voilà, ça a été une superbe expérience. J'ai perdu 7 millions d'euros et j'ai fermé mon entreprise. Donc, et j'ai appris de ça. Ça vaut encore aujourd'hui pour moi beaucoup. Voilà, d'avoir fait un recrutement judiciaire, d'avoir dû faire des choses comme ça. C'est des choses qui sont difficiles dans l'avenir entrepreneur, mais indispensables dans son apprentissage et dans sa compréhension des choses. Donc voilà, c'est pour ça que vraiment, n'ayez pas peur de l'échec. Amusez-vous, profitez. Et voilà, et donc je pourrais passer des heures et des heures, et je vais pas vous embêter là-dessus, mais ce que je voulais juste finir, c'est que, voilà, donc moi j'ai pu faire ça, j'ai évidemment après lancé les longs métrages d'animation, et je finirai juste sur ce que je fais aujourd'hui, qui est assez intéressant. Donc j'ai créé un groupe il y a 2 ans, où j'ai fait une levée de fonds, j'ai créé un groupe qui s'appelle On Entertainment avec mon associé, on a levé une 20aine de millions d'euros, et on a plusieurs pôles d'activité, dont le long métrage d'animation, que j'ai vraiment structuré. J'ai une société en Inde qui produit des dessins animés aussi pour la série. Et aujourd'hui, on lance le long métrage Le Petit Prince. Et on parlait du modèle économique de l'animation et du long métrage. Ce qui est assez magique aujourd'hui sur le long métrage du Petit Prince, c'est pas forcément mon public cible, hein. Mais en tout cas, voilà. Mais en tout cas, pour ceux qui l'ont vu, c'est un film qui a la magie. Aujourd'hui, on va faire à peu près 2 millions d'entrées en France. Mais surtout, le film est sorti en Brésil la semaine dernière. On est sorti même que Mission Impossible, on est devant. On va faire plus de 3 millions d'entrées au Brésil. En Pologne, on fait 1 million d'entrées. On sort au Japon la semaine prochaine. Le 13 octobre, on sort en Chine. Et donc, ce qui est assez génial, c'est que voilà, mon domaine de jeu, mon domaine de prédiction, et je m'amuse avec le marché international. Et ça, c'est assez excitant pour ce qu'est l'animation et un entrepreneur aujourd'hui. Donc, mon entreprise aujourd'hui a 500 salariés à travers le monde, en Inde, en France, au Luxembourg.
et au Canada, et je m'amuse. Gardez du plaisir, amusez-vous, marrez-vous, ne vous prenez pas trop au sérieux, même si vous faites des grandes écoles, relaxez-vous et profitez de la vie. Et je donnerai sur une dernière phrase qui est celle de Mark Twain, qui disait ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Merci. Bravo. Attends, c'est pas fini. Quelle humilité, quoi. Quelle humilité. L'entertainment, l'ego, finalement, après Jean-Marc Hatton. Quelle humilité, quelle connaissance des ressorts, des coulisses, des ressorts de l'humain. Alors, Hatton, j'ai envie de te poser la question. Quand on est quand même dans une grande école de commerce, la chaîne, quand on produit un film, donc par exemple, comme Le Petit Prince, commence à acquérir des droits, là, avec des ayants droit, il y a une famille qui avait déjà les droits sur Le Petit Prince, puis ensuite on cherche, on agrège les talents, comme tu sais si bien le faire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toute cette chaîne? Et ma deuxième question, évidemment, c'était, mais tu as commencé à y répondre, est-ce que le modèle français est exportable? Ben oui, puisque Le Petit Prince est un exemple. Donc, sur cet exemple-là, peut-être sur toute la chaîne d'agrégation des talents jusqu'à l'exportation, parce que ça, c'est particulièrement dans ce qu'on est en train d'apprendre dans cette école. Alors, petit mot, quand j'explique mon métier à des gens qui ne le connaissent pas, je prends une analogie qui est celle de l'immobilier. Donc je vais la prendre. En fin de compte, notre métier est assez proche, je suis d'un promoteur immobilier. Alors évidemment, toutes choses égales par ailleurs, évidemment je peux faire mon métier, mais il n'empêche, promoteur immobilier, pourquoi? En fin de compte, ce que vous faites, vous, c'est que vous vendez du rêve, vous vendez sur plan. Et plus votre notoriété est forte, et plus vous pouvez faire des beaux projets. Donc évidemment, au début, on fabrique une maison sur plan. Et qu'est-ce que je fais? C'est que donc on va prendre l'exemple, je vais fabriquer un immeuble. Donc je prendrai après l'analogie avec un film. Et je prévends des loyers. Alors il y a des parties que je vais vendre directement. Donc je vais faire des gens, donc je prends une bout de mon négatif, on va dire. Donc je vends des appartements. Et puis d'autres, je vais spéculer en disant je vais les louer. Et je vais dire, vous savez pas, je vais trouver plein de locataires, ils sont prêts à signer. Alors j'en ai qui ont déjà signé. Et d'autres, je dis non, vous en faites pas, ils viendront et ils loueront. Alors ceux qui louent, c'est les chaînes qui vous achètent des droits de passage, 1 an, 2 ans. Et je dis, vous en faites pas, mon immeuble est extraordinaire, j'ai plein de clients qui viendront dedans et qui le loueront. Donc, je vends sur plan. Alors, je vends sur plan, les plans, c'est le scénario. Je trouve le lieu. Alors, le lieu, regardez, c'est en face de la Seine, c'est magique. Donc, vous avez accès à des lieux de plus en plus chouettes et des beaux projets, plus l'expérience se fait. Donc, évidemment, quand on a la chance de travailler sur une propriété comme Le Petit Prince, j'ai pas commencé par ça, j'ai commencé par des propriétés totalement inconnues, mais j'ai eu la chance, évidemment, j'ai fait Le Petit Nicolas, j'ai eu la chance de travailler avec la famille Chaplin, j'ai fait la série Charlie Chaplin, j'ai fait beaucoup de choses qui vous donnent la notoriété, donc le promoteur immobilier gagne de l'expérience et a la chance d'avoir accès à de plus en beaux gros projets ambitieux. Donc je vends sur plan, je fédère des compétences et des talents, donc on parlait de la notion de patron, oui c'est clair qu'on a une notion de chef d'orchestre, puisqu'il faut un petit peu... Ce que disait très justement Truffaut, c'est l'équilibre des paradoxes, le cinéma. Vous mettez des gens ensemble qui ne seraient jamais ensemble dans la vie normale. C'est entre une maquilleuse et un comédien en passant par un chef électro, vous avez des choses assez drôles. C'est la même chose dans l'animation. Donc vous essayez de maintenir tout ça dans un équilibre. Et puis je vais essayer de livrer mon chantier. Donc mes banques me prêtent de l'argent. Certains me prêtent, mes escomptes, mes préventes, celles que j'ai faites, donc voilà. Et d'autres, j'ai vendu du négatif, c'est-à-dire que j'ai vendu la moitié de mes appartements parce que je n'arrivais pas à garder. Parce que tout mon jeu, c'est d'être le propriétaire un maximum de mon immeuble à l'arrivée. C'est ça, plus vous êtes riche, plus vous êtes propriétaire de votre négatif. Plus vous l'avez partagé en amont, moins vous en avez. Mais en même temps, il faut financer. Donc c'est un équilibre subtil qu'il faut trouver. Et puis, vous êtes aussi capable de dire, oh là là, il a livré un chantier magnifique, et ça a marché. Donc voilà, donc je trouve les plans, l'architecte, c'est mon scénariste. Le maître d'œuvre, c'est mon réalisateur, des fois c'est le même. Et puis après, on met des équipes ensemble. C'est long, il faut fabriquer. Et cette période-là est toujours la période à risque qui stresse le banquier, que ce soit dans le cinéma ou dans le promoteur, qui est une partie de fabrication en espérant qu'il n'arrive rien. Alors, vous avez vos comédiens dans le cinéma qu'il faut assurer. Vous avez toutes les problématiques, toutes les problématiques peuvent avoir d'intempéries dans le cinéma ou dans l'animation, une sorte de paquebot avec un moteur de Zodiac. C'est-à-dire que dans l'animation, vous faites une erreur 3 ans avant, vous pouvez plus rien faire 3 ans plus. Enfin, vous ne pouvez pas l'anticiper. Donc, c'est un autre type de métier. Mais tout ça, c'est la capacité à produire, à fabriquer. Et puis, vous livrez votre immeuble. Et puis, vous en êtes soit propriétaire, vous en avez 5%, mais c'est un énorme, mais ça marche très bien. Soit vous en avez 10, 80, 95. Donc, avec l'âge, avec le temps, j'en ai de plus en plus. Et de pourcentage. Donc, typiquement, j'ai pu financer un film comme Le Petit Prince, pour donner un exemple. C'est un film donc, qui coûte 60 millions d'euros, qui est la plus grosse production française de l'année, et je crois la 3e ou 4e plus grosse production européenne de l'histoire d'animation, voire la 2e. Et donc, du coup, j'ai financé 60 millions d'euros en faisant des préventes dans le monde. Et j'ai gardé 70% de mon appartement. Donc c'est quand même pas mal, j'en ai cédé 30% en négatif et il me reste 70%. Donc pour vous donner une logique économique, aujourd'hui, comme le film marche bien à l'international, il faut que tous ceux qui m'ont
acheter les droits télé ou les droits de salle se remboursent, donc évidemment. Mais après, une fois que ça marche, eh bien, l'argent me remonte pas personnellement, me remonte à mon entreprise. Voilà. Et voilà, ça permet à l'entreprise d'être rentable. Donc, c'est vrai que ça, Le Petit Prince, c'est 20 ans de métier. J'ai commencé voilà, il y a 20 ans, quasiment jour pour jour. Et donc, ça m'a permis, c'est 8 ans de ma vie, Le Petit Prince. Évidemment, c'est beaucoup de travail, hein, puisqu'il faut à la fois s'associer avec les ayants droit, avec la famille Saint-Exupéry, développer un projet qui fonctionne. Là, je suis allé chercher un talent américain, parce que le film était très ambitieux. Donc, je suis allé chercher le réalisateur de Kung Fu Panda, Mark Osborne. On est allé le chercher aux États-Unis, il est revenu en France, il est venu avec sa femme et ses enfants. Et puis, on a produit pendant 4 ans ce film-là. Donc, entre le moment où on a eu l'idée du Petit Prince, rencontrer la famille aujourd'hui, il y a 8 ans. Donc ça, c'est un projet très ambitieux, on n'en fait pas beaucoup. Et puis j'en ai un autre là que je commence, même chose, qui est les Playmobil, que je produis aussi. Voilà. Mais enfin bon, je vous préparais des heures de ça, mais c'était donc la promotion immobilière est quelque chose d'assez intéressant parce que c'est le même métier et souvent les producteurs à la retraite sont de très bons promoteurs immobiliers. Bon, ben bravo. Bah là, tu as mis l'eau à la bouche parce que Playmobil, comme exemple déclinable sur la mondialisation, ça peut être... Alors ça, c'est un peu intéressant quand même. Comme vous avez un peu d'avant-première de choses qui vont sortir. Bon, ça sort pas tout de suite, hein, je te rassure. Non, mais je pense que c'est 3 ans de travail, mais c'est 3 ans. On est en l'écriture du scénario. Mais oui, donc j'ai acheté les droits de Playmobil à la famille allemande qui possède 100% de Playmobil. C'est pas simple d'avoir la confiance de ce type de détenteur de droits, de ce type de famille, pour avoir... c'est pas simple. Donc c'est aussi un savoir-faire d'Aton, de savoir traiter avec... Je suis un spécialiste des ayants droit, ouais. Oui, voilà. Le temps, ouais. Remarque, moi, d'une certaine manière, c'est pas mal non plus. Donc, mais là, aujourd'hui, on n'est pas sur un cours sur la dynamique du conflit, donc on va rester dans le côté propriété littéraire artistique. Voilà. Alors... merci Aton. Alors vraiment, c'est assez extraordinaire. Je suis vraiment content qu'on filme aujourd'hui parce qu'on va pouvoir disséquer tout ça. Ça va vraiment être matière d'étude parce qu'il y a tellement de contenu, tellement de choses dans ce qui a été dit que. Alors, normalement, je monte des images, hein, mais bon, là aujourd'hui, maintenant. C'est pour ça. Alors moi, c'est moi qui ai tenu à ce qu'il n'y ait pas trop d'images aujourd'hui, que ça soit du live, parce que on les voit beaucoup les images, on les verra. D'ailleurs. On va certainement, dans les montages qu'on va faire, incorporer des images. Mais là, c'était pour les personnes qui sont derrière, les magiciens d'Oz, j'appelle ça comme ça. Ceux qui sont derrière et qui font. Et vous voyez le résultat. Mais derrière, c'est ceux qui, quelque part, sont dans les coulisses. Évidemment, je me sens très... c'est beaucoup d'émotions parce que j'ai grandi, moi, sur les plateaux de télé, sur les... Moulin de Danemois, chez Claude François. J'ai grandi, tout ça, j'ai vu les premiers Jean-Marc, premier imitateur, j'avais 6 ou 7 ans, j'ai connu les premiers imitateurs tout jeunes, puisque mon père les produisait, était pionnier en la matière, Thierry Luron. On parle maintenant d'ouverture des mœurs, j'étais un des témoins du mariage Thierry Luron-Coluche, qui était un faux mariage, mais au moment des Restos du Cœur. Bon, c'était très en avance, mais je veux dire par là, voilà. Thierry Luron qui disait « Mieux vaut une vraie originale qu'une fausse commune ». C'était... Voilà. Bon... Donc j'ai grandi un peu dans tout ça, comme Aton disait, les origines c'est important. C'était pas des 68 arts, mais c'était pas triste quand même. Donc voilà, et sur des choses comme la campagne présidentielle de Coluche et tout, ce qui fait que quand je suis arrivé au moment des Restos du Cœur, j'étais un très jeune vieux habitué des trucs quoi. Donc j'ai des souvenirs très précis des 70s qui pour quelqu'un de ma génération n'est pas toujours le cas. Donc il y avait déjà ça. Et puis fallait aller vers l'avenir et donc des nouvelles choses. Mais c'est vrai que c'est important d'où on vient, et je fais remarquer d'ailleurs à l'occasion, c'est valable pour chacun d'entre vous, comment Jean-Marc, comment a-t-on. Évidemment, quand on a réussi, c'est peut-être plus facile de le mettre en avant, mais quand même, j'ai remarqué ça. Contrairement à ce que certains peuvent croire, des personnes qui ont des parcours exceptionnels, qui ont réussi, assument bien leurs origines, et bon, c'est mon cas aussi, et je trouve que c'est bien, quelque part, c'est pas qu'on se sent mieux, mais qu'on en vient, et il faut l'utiliser, il faut savoir l'accepter. Quelquefois, on s'en va. Dans nos métiers, c'est pas simple. Encore notre génération, ça va. Mais combien d'animateurs radio, combien de gens, qui avaient des numéros sur scène, ont quitté leur famille et n'osant dire à leurs parents ce qu'ils allaient faire. Maintenant, on parle, qu'as-tu fait comme étude pour notre métier, ce qui fait bien sourire les pionniers. C'était pas simple parce que c'est des choix. Et après, bon, vous aviez, Michel Drucker en parle beaucoup, vous avez les familles qui vous regardaient comme ça, mais pourquoi tu ne peux pas être médecin, pourquoi tu ne peux pas être avocat, introduction pour Louis après.
Et avocat, lui, par contre, qui sait, la démarche est assez formidable, qui s'est lui-même intéressé, justement, à l'asset protection. Alors, évidemment, Jean-Marc va me dire, mais oui, mais c'est parce que, Franck, nous sommes une école européenne, et au début, on ne savait pas trop si ma prestation devait être, comme je suis quasiment bilingue, en anglais ou en français. Parce que vous allez voir que vous allez rejoindre en deuxième année les autres de l'école sur tous les campus, il va falloir faire des traductions de ce qu'on a dit, un petit peu sous-titré en anglais et tout ça. Donc je ne savais pas jusqu'à la dernière minute, je m'étais préparé, ça va être français ou anglais. Donc c'est un petit peu pour ça que vous me voyez de temps en temps passer de l'un à l'autre. Merci à ton, vraiment. Et puis en plus, vraiment... Alors, avant de passer la parole à Louis, comme on est quand même dans une école de management, je vais quand même vous donner une idée de tout ça, de ce qu'on peut un petit peu éventuellement tirer au niveau de la stratégie, de tout ce qui a été dit. Parce que vous voyez déjà des points communs dans ce qu'on a dit. Alors déjà, voilà, allez, cours de stratégie, mais version Alexandre, hein, c'est-à-dire un petit peu édulcoré et entertainment. Alors, les barrières à l'entrée. Vous verrez, à un moment, on vous expliquera, vous la connaissez peut-être déjà, mais vous avez une matrice qu'on appelle une matrice de Porter. Ce sont les forces du marché. Hein. Les barrières à l'entrée, hein, les compétiteurs, les pouvoirs de négociation des fournisseurs, les clients, les produits de substitution. Eh bien, ça s'applique aussi à notre métier, avec autant de choses qu'on a entendues sur le contenu. D'abord, on voit que la fabrication, je traduis parce que c'était en anglais, donc comme ça, je ne sais pas si je fais une petite phrase en anglais, vous m'excuserez. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. La fabrication du contenu va toujours impliquer une forme d'alchimie, quelque chose une culture, une identité, on l'a dit, l'esprit, le fairy tale spirit, et je m'excuse encore Jean-Marc, il y a pas mal d'anglais, mais cet esprit donc de conte de fées, cette identification qui ne sera jamais réduit à la taille d'un bilan d'une entreprise. Toujours un petit truc en plus. Alors, cette espèce de ce qu'on appelle le moat, mais c'est donc une mousse, ces ressources assez rares, même quand on a des meilleurs compétiteurs. Les intervenants que vous avez vus sont une référence dans leur secteur. Et, on le verra après avec Louis, ont évidemment de très forts droits de propriété intellectuelle. Alors, en ce qui concerne, vous voyez, ce sont des fournisseurs de contenu. Et ils ont un pouvoir de négociation. Et là, il y a une chaîne. Les talents créatifs ont des grands pouvoirs de négociation. Le pouvoir de négociation peut-être le plus fort dans nos secteurs, ce sont, n'est-ce pas, a-t-on, les distributeurs. Nous avons des amis distributeurs en commun qui ont différentes caractéristiques sur lesquelles je ne m'étais pas, beaucoup de talent, de la puissance. Mais quelquefois, il faut quand même être capable de négocier avec eux quand vous êtes des entrepreneurs indépendants. Donc, et là c'est des multinationales, et là, nous sommes donc tous rompus à la négociation avec ces personnes-là. Et rassurez-vous, c'est les copains de promo maintenant. Donc, quelquefois, on a des négos, à ta place, je dirais pareil, à ma place, tu dirais pareil. Donc, c'est plus sympa avec le temps. Parce qu'on a appris à traiter un peu entre nous. Alors, les chaînes de télé sont donc très, très, très puissantes. Les substituts, alors intéressant, je me tourne vers Jean-Marc, mais il n'y a pas de substitution pour les fans. Un fan d'un artiste, ils veulent l'artiste. Et c'est vrai pour les grandes franchises également. Il y a des substitutions pour la consommation et la distribution des produits à travers les iPads, à travers, pas refaire tout le truc de votre génération digital native, vous connaissez par cœur. Hein. Sur le smartphone, je trouve ça un peu petit quand même. C'est formidable, mais je préfère quand même au minimum sur l'iPad. Et puis alors, évidemment, c'est encore mieux avec la télé, avec le sound system et tout ça. Donc, évidemment, on est en concurrence avec tout le monde. On est en concurrence avec Coca-Cola. On est en concurrence véritablement avec... les vidéo games, avec les jeux vidéo. On est en concurrence avec toute activité passionnante, très créative, tous les shows de MasterChef qui peuvent exister, les téléréalités, surtout au moment des crises économiques où les budgets se réduisent. Je ne reviendrai pas sur le modèle économique, mais avant, on avait des droits dérivés, on avait du merchandising. On a toujours, bien sûr, tout ça... Bientôt va être lancée la convention à la fin de la semaine du merchandising de la guerre des étoiles, mais c'était plus clair avant. Maintenant, on a, vous voyez, quelque part, aujourd'hui, les taxis, c'est Uber. Les hôtels, c'est Airbnb. Eh bien, dans notre domaine, c'est Netflix.
Netflix formidable, parce que j'ai eu un formidable débat là-dessus sur des interventions à Harvard, donc à Boston. On peut en parler, personne n'est parfait, là on n'est pas en concurrence internationale. Eh bien, c'est très très drôle parce que je disais aux profs, j'ai fini par gagner parce qu'il y a la communauté indienne qui m'aimait beaucoup parce qu'ils me trouvaient très drôle. Et j'ai fini par gagner le débat. Et je disais aux profs, qui était un génie du capital risque, c'est un domaine que je connais et c'est un des trucs à peu près. Puis sur l'investissement, je ne suis pas trop bête. Donc c'est un des rares domaines où je peux gagner. Ça fait quelques années. Ils m'envoient encore des mails là-dessus. Que pourquoi Netflix avait tout compris que c'était un bon investissement. Pourquoi ? Il y a plein de raisons, mais il y en a une. Ce sont les seuls que j'ai jamais rencontrés qui maîtrisaient ce que vous avez entendu. L'importance du contenu. L'importance d'investir sur des nouveaux contenus. L'importance de la créativité. Tout ça. Mais également, et nuance, en étant des purs produits de la Silicon Valley, c'est-à-dire les premiers à avoir mis au point des algorithmes efficaces sur les choix de quelqu'un. Netflix, c'est incroyable, vous y allez, il trouve vraiment vos goûts. Et ça marche. Et fabriquer un bon algorithme, c'est pas simple. On aura l'occasion d'y revenir à l'occasion d'autres conférences, mais les deux en même temps, ça va faire mal. Voilà. Et puis les personnes de la communauté indienne qui ont acheté un peu d'actions à la suite de ça ne l'ont pas regretté. Je reçois encore quelques emails d'ailleurs. Donc, chacun est focalisé sur sa niche spécifique. Spécifique niche, par exemple, les comiques. Jean-Marc Dumontet, pas seulement, puisque les théâtres, mais enfin voilà, sur lesquels il a une très forte réputation et des effets de levier. A-t-on ? C'est sur les dessins animés, sur l'animation, par exemple. Très forte réputation, très fort effet de levier. Ensuite, marketing et service. Ils ont une très grande expérience chacun sur comment on gère des budgets marketing par rapport au contenu. Ils les connaissent par cœur, les intervenants. Et évidemment, c'est un marché qui est beaucoup plus rythmé par l'événement. Hein. C'est très événementiel. Il faut être extrêmement, je cherche le mot parce que machin, mais on peut le dire, une forme d'opportunisme. Donc, mais bien sûr, et je me tourne vers Jean-Marc, même si on peut faire des magnifiques collections, même si on peut faire des magnifiques, projections de cash flow qui deviennent réelles, c'est la découverte de talents artistiques qui amène le prestige. Si Jean-Marc n'aurait pas ce prestige s'il n'avait pas découvert des artistes, Aton n'aurait pas ce prestige s'il n'avait pas découvert des artistes à la créativité formidable. Hein. Et comme on dit dans ces métiers, au commencement était le scénario. Hein. C'est un peu ma version de... Les écritures, disons, selon les gens de notre métier. Au commencement, c'est le scénario. Ensuite, au niveau des ressources humaines et d'opérationnel, qu'est-ce qu'on peut dire ? Écoutez, les leviers de contrôle entre les croyances, je traduis, entre les croyances et les limites. The belief and boundary system, ça c'est très important. C'est crucial, parce que dans le procédé pour livrer du contenu, il faut une expérience solide, un véritable savoir-faire du curseur créatif. Quand contrôler ? Et quand laisser aller, laisser libre cours à la créativité ? Mais constamment, le producteur doit être là. Et là, vous avez entendu 2 maîtres en la matière, chacun dans un style très différent. Ensuite, il y a un esprit légendaire et une culture pour les performances de ce domaine. Ce qu'on appelle les back-end deals, assez généreux. Tout le monde n'a pas les back-end deals de Spielberg, mais disons que c'est les intéressements sur les profits, l'équivalent des bonus au mérite dans les entreprises. Ils sont très solides dans nos métiers. À part des superstars et tout ça qui l'exigent, il y a quand même beaucoup de rémunérations qui sont naturellement indexées dans les contrats. Donc, tout le monde le sait, mais c'est la récompense, bien sûr qu'un hit, ça va faire beaucoup d'argent. Mais il n'y a pas de substitut pour le succès. C'est un lifestyle, c'est la manière de vivre. Les gens dans ce domaine le savent et les pros sont prêts à ça. Et comme on dit, they are ready for what it takes. Ils sont prêts à en payer le prix. Alors maintenant, vous voyez bien, on a autre chose. Vous allez avoir dans vos cours, ça peut s'appliquer à ce qu'on a entendu, je pense à... Vous avez peut-être entendu parler de la matrice du BCG. Vous voyez, une petite vache, un petit chien, une petite étoile. Des produits sont des stars. Des produits deviennent, excusez-moi l'expression, des vaches à lait. Génèrent de l'argent, des collections qui génèrent de l'argent. C'est Procter & Gamble et compagnie, vous allez le voir.
les dogs, malheureusement, certains vont devenir ça, c'est-à-dire qu'ils ne génèrent plus rien. Donc, comment faire pour trouver la suite? Il faut constamment se renouveler. Ça, c'est des cours classiques, et vous allez les avoir tout au long de l'année. Alors évidemment, les forces du marché de porteurs, sacro-saint. Alors, très important, parce que vous avez, on l'a vu, les menaces des nouveaux entrants sur le marché, la rivalité des concurrents, les grands acheteurs, les centres de distribution, ceux qui sont les clients, la menace sur les substituts. Mais là, par exemple, il y a quelque chose de très important, et je finirai là-dessus avant de donner la parole à Louis. Eh bien sûr, ce n'est pas capitalistique uniquement ce métier. Qu'est-ce qui va donner l'avantage? Ce qui va donner ce fameux Sustainable Competitive Advantage, cet avantage compétitif sur le long terme que vous allez rechercher pour faire la différence, maintenir ce qui est unique. Qu'est-ce qui sera unique dans votre offre de proposition, hein? La fameuse offre de proposition que vous avez, et Jean-Marc a beaucoup insisté, mais oui, et en France il y a un déficit, c'est terrible, on le constate tous les jours. Le client est important et dans nos métiers on l'appelle le public. Le public a toujours raison dans nos métiers, en tout cas n'a jamais tort. Et c'est ce qui nous donne, et c'est ce qui donne aux intervenants que vous avez vus une telle humilité. Le public n'a jamais tort. Quand on se plante, et puis vous n'avez pas d'écran. Donc pour nous, quand on voit qu'on traite mal les clients, évidemment, ce n'est pas possible. Parce que par définition, il faut que le public vienne dans les spectacles. Cette rareté, ces ressources intangibles sont comme des marques. Ces talents remarquables, cette propriété intellectuelle, et Louis va bien nous le décrire, ces marques, cette réputation, cette capacité d'organisation complexe, ces petites routines distinctives, difficiles à répliquer, c'est toutes ces choses que finalement nous allons faire la différence. Et vous allez la voir, évidemment. Parce que, qu'est-ce que vous allez devoir, hein? Vous allez devoir vous assimiler avec ce qu'on appelle le consumer willing to pay, le wedge. Créer de la valeur, capturer de la valeur. C'est ce que, vous le voyez chez Apple, c'est évident, hein, ce que le consommateur est prêt à payer. Combien ça coûte, combien ils sont prêts à payer, les coûts intermédiaires. Et là, c'est formidable, si vous respectez le public, si vous respectez le consommateur, si vous respectez le client, ils vont être prêts à revenir, ils vont être prêts à payer. Il faut les soigner, il faut passer du temps. À vous de le porter. À vous d'apporter cette parole nouvelle, à vous d'y aller, à vous d'être entrepreneur, à vous d'être créateur, à vous de créer vos propres produits. Et tout est en vous. Vous avez tout pour... j'en perds mes lunettes. Vous avez tout pour le faire. Et encore une fois, voilà, je voulais juste vous montrer, je ne serai pas plus long, comment du contenu d'un domaine où peut-être vous ne faisiez pas forcément absolument le lien essentiel avec ce sur quoi vous êtes venu apprendre, le management. On peut en tirer et on pourrait continuer comme ça, croyez-moi, mais je vais en laisser pour les futures conférences, de la subscientifique moelle. Pour tout, pour vos business plans, pour ce que vous aurez à faire dans les entreprises, ce que vous aurez à développer. Et là-dessus, je vais laisser la parole à Louis de Gaulle, que je présente quand même brièvement, j'ai déjà un peu présenté, mais donc grand avocat, bien sûr. Mais Louis s'est intéressé très tôt à la propriété intellectuelle. Alors, il y a plein d'autres choses, bien sûr, mais entrepreneur, avocat, propriété intellectuelle. Et donc, vous allez voir, tout ce qu'on a dit, ça génère des flux. C'est une forme d'asset management très particulier. Et il va bien vous en parler. C'est quelque chose, aujourd'hui, qui a de la valeur. Attends, prenez l'exemple de l'immobilier. Eh bien, on ne peut pas dire que c'est pareil, parce qu'après, je vais me faire taper sur les doigts, parce que moi, membre éminent de la Société des droits d'auteur, de la SACEM, intervenant régulièrement dans les comités de tout ça, évidemment, par exemple, quand j'ai été un des premiers à dire qu'il fallait aller au-devant du phénomène de la mondialisation, fallait aller au-devant du phénomène de la technologie, ce n'était pas toujours bien compris, parce que c'était les ennemis. En France, on adore faire des lignes Maginot. Il y a les gens à qui on peut parler, les gens à qui on ne peut pas parler. Hein. Résultat, on finit toujours un peu en retard. Donc là, il s'agit de se réveiller et de prendre un peu d'avance. Donc maintenant, dans nos métiers, ça s'est un peu rééquilibré. Le droit d'auteur a repris ses droits. Et enfin, au niveau planétaire, on est de nouveau un équilibre entre les choses qui sont gratuites, les choses qui font payer. Bon, enfin bref. Et je me rappelle, avant de laisser la parole à Louis pour faire allusion à une des procédures dont il a l'habitude, mais un jour, un ami très formé, comme nous tous, à la tête d'une très grande société française de télécom, me dit « Mais Alexandre, mais comment se peut-il, avec leur petite taille de bilan, nous qui pesons je ne sais pas combien de milliards, comment peuvent-ils, à 4 ou 5, immobiliser notre métier et nous empêcher d'avancer et empêcher de diffuser ?» Eh bien, c'est possible dans notre pays. C'est possible.
quelques petites personnes comme ça, représentants syndicaux, représentants d'exception, peuvent encore, ici dans ce pays, c'est pas un bonheur tous les jours, hein, je vous le dis tout de suite, hein, mais enfin, faire en sorte que tout d'un coup quelque chose est bloqué. Parce que des droits sont défendus, parce que c'est comme ça, vous avez entendu parler des intermittents. Mais là, ce qui est très important, c'est que la propriété intellectuelle est une valeur, c'est défendu. C'est quelque chose avec un droit commercial, avec des distributeurs. C'est passionnant d'ailleurs, hein, les distributeurs, la distribution et tout ça. Et je vais donc laisser la parole à mon ami Louis de Gaulle, qui a donc monté en France ce qui est devenu le plus grand cabinet d'avocats universel, parti, pour ceux qui sont partis de la propriété intellectuelle, parti de, chers camarades de SCP, des domaines soi-disant marginaux dont vous venez d'entendre parler, et pour en faire un cabinet d'avocats à vocation universelle. Merci. Alors en fait, je vais commencer par une petite anecdote que même Alexandre ignore. C'est que j'ai fait les études de droit, donc je suis probablement le moins diplômé de la salle, parce que je n'ai fait que des études de droit. Le droit, c'est assez ennuyeux, vous savez, c'est des études d'ingénieur, mais sans chiffres, sans dessin, donc c'est pire qu'ingénieur. Dans les métiers du droit, le métier d'avocat est très ennuyeux, peut-être un peu moins que notaire quand même. C'est peut-être pour ça que je ne suis pas devenu producteur de spectacles vivants. Mais alors une anecdote, à un moment donné, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai voulu faire une école de commerce. Alors j'ai choisi la mauvaise parce que j'avais choisi de me présenter à l'ESSEC. Et donc j'ai été reçu à tous les tests écrits, et ça, parfait. Puis j'ai été présenté l'oral. En principe, c'est le secteur d'excellence des avocats, mais je ne savais pas encore que j'allais le devenir. D'ailleurs, je voulais surtout pas devenir avocat. Et donc j'ai fait ma présentation, je me souviens, sur l'avenir économique des produits d'édition, parce qu'à l'époque, je voulais travailler dans l'édition. Et j'ai dit, vous savez, l'édition, Gide, Sartre, etc., c'est très bien, mais ça fait aussi du pognon, quoi. Et donc, au-delà de la valeur intellectuelle, il y a une valeur économique. Et aujourd'hui, l'économie s'en empare un peu, mais ça reste quand même très cantonné. Et donc, il y a probablement quelque chose à faire. C'est pour ça que je voudrais faire l'ESSEC, parce que je pense qu'on peut faire de l'argent avec la valeur incorporelle, la valeur intellectuelle. Donc, j'ai été recalé. C'est vous dire que l'ESSEC est bien moins bonne que le SCP. Et malgré tout, je pense que j'avais raison, parce que là, ceux qui viennent de témoigner viennent de vous prouver le contraire, et mon expérience sur la propriété intellectuelle prouve également le contraire. Donc effectivement, la propriété intellectuelle est un très bon vecteur, et derrière la propriété intellectuelle, c'est toute la création, alors la création artistique bien sûr, mais la création technique et la création commerciale, parce que dans la propriété intellectuelle, il y a les droits d'auteur. Donc ça, c'est des créations de forme, des créations artistiques, si on peut dire. Il y a les brevets, donc c'est la création technique. Donc là, on protège le fond, les inventions, la technologie. Et puis, il y a la création commerciale, que sont les marques notamment. Et puis, tout ce qui tourne autour de ça, ce qu'on appelle le goodwill, puisqu'il faut parler anglais, j'ai compris. Donc tout ce qui fait la valeur intangible autour d'une réputation, et la réputation, c'est la valeur commerciale d'une marque comme Apple, puisqu'on citait Apple, ou la valeur commerciale d'une réputation, et la e-réputation, vous savez qu'il y a un certain nombre de blogueurs fous, notamment le secteur du maquillage. Il y a eu un article il y a pas longtemps sur une blogueuse qui passe son temps à se maquiller, et qui, à force de se maquiller et de montrer comment elle se maquille, a créé, je sais pas, plusieurs dizaines de millions de followers. Et du coup, aujourd'hui, elle vend de la publicité à des annonceurs uniquement sur sa personne, sur la réputation qu'elle a réussi à créer. Donc il y a de la valeur, quand bien même ce n'est pas matériel. Alors je vais vous raconter un peu mon histoire d'entrepreneur, puisque c'est ça qu'il faut vous raconter. Alors d'abord, effectivement, j'entendais Jean-Marc qui disait tout à l'heure, il faut savoir accepter ses échecs. Et moi, mon histoire d'entrepreneur, c'est une série d'échecs en fait. Donc c'est assez. Bon, premier échec, c'est l'échec à l'ESSEC. Bon, j'ai quand même réussi mes études de droit, je vous rassure. Et puis j'ai commencé du droit, sachant pas trop pourquoi, probablement parce que ma sœur avait fait ça et qu'il fallait faire quelque chose. Et puis j'ai raté Sciences Po, donc il fallait bien se recaser. Et
Et le droit était quand même profondément ennuyeux. Puis j'ai eu la chance de rencontrer un professeur extraordinaire qui s'appelait André Françon, qui avait tout pour me déplaire. C'était un vieux garçon, il était très ennuyeux, il parlait dans sa barbe qu'il n'avait pas, mais il était passionné. Et il savait transmettre sa passion. Et je pense que la première leçon pour un entrepreneur, et c'est ce que j'ai vu quand même dans les yeux de mes prédécesseurs, c'est la passion. Et je crois que pour être un entrepreneur et pour être un leader, il faut être passionné. Et être passionné, c'est croire en ses convictions, croire en son étoile, croire dans ses utopies. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est parce que vous y croyez et parce que vos utopies sont un peu des utopies, alors après il faut raisonner quand même, mais sont un peu des utopies et sortent peut-être de ce qui est conventionnel, que vous allez entreprendre. Et c'est ça votre moteur, en fait. C'est croire en ses passions. Vous croyez dans les bandes dessinées, c'est ça qui vous plaisait. Vous ne vouliez pas devenir un notaire, et puis vous avez été passionné par cette rencontre avec Canteloup, et vous avez dit, ah, il y a peut-être des choses à faire. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, moi, ma passion, ça a été quand j'ai commencé à travailler, d'abord la propriété intellectuelle, parce que ça a toujours été quelque chose. Je voulais devenir éditeur. J'ai travaillé dans l'édition. Je me suis très fortement ennuyé. Et donc, j'ai découvert que le droit, finalement, me plaisait beaucoup et que ce jeu intellectuel me plaisait beaucoup. Et j'ai adoré le droit d'auteur, même si aujourd'hui, il a un peu perdu de sa noblesse d'antan, parce que d'un droit de la personnalité, c'est devenu un droit plus économique. Et puis surtout parce que le droit d'auteur, droit personnel, a été ravalé à un droit de catalogue, qui est une très bonne nouvelle économique. Hein, d'ailleurs, il n'y a pas de jugement de valeur, mais ça a un peu changé. Mais le droit d'auteur, quand j'ai commencé, était totalement inadapté à la vie des affaires, hein, puisque finalement c'est un droit de la personnalité qui naît sur une personne. Alexandre l'a répété tout à l'heure, un emmerdeur peut bloquer une énorme machine. Et donc dans la vie des affaires, tout le challenge pour moi, c'était d'adapter, de trouver des solutions pour que le droit d'auteur soit compatible avec la vie des affaires, et donc avec ce que vous avez décrit, des investissements, ce que vous avez décrit, et comment je fais venir des clients, comment je sécurise tout ça. Alors il y a les contrats, il y a beaucoup de bon sens. Et donc ça m'a intéressé. Et puis j'ai travaillé dans un gros cabinet où j'ai beaucoup appris, mais j'ai appris le métier d'ingénieur du droit. Et puis quand même, j'ai fini par m'y ennuyer. Et puis je ne me voyais pas rentrer dans un cabinet et finir avec la médaille du travail à la fin. Et donc finalement, je me suis dit, le marché, et là, c'est là que vient, à côté de la passion, l'analyse du marché. Le marché du droit, donc je travaillais dans un cabinet, il y a 400 avocats, c'était très structuré, etc. Mais le marché du droit, en fait, est très peu structuré. Enfin, à l'époque, l'était beaucoup moins. Et je me suis dit, finalement, je me rends compte qu'avec ma bonne mine, la façon dont j'aborde les clients, j'arrive à créer justement cette valeur intangible que je décrivais, cette valeur de réputation. Des gens me font confiance. J'arrive, j'ai 3 poils au menton, je leur propose des idées. Ils me disent, ah, ton idée, elle est bonne, ok, j'y vais. Et ça, c'est la propriété intellectuelle, d'ailleurs c'est l'intangible, le savoir-faire, etc. Je me suis dit, si j'y arrive dans le cabinet où je me trouvais, je pourrais peut-être y arriver tout seul aussi. Et donc, moi, je me suis lancé. Alors, comme les témoignages précédents, au début, on ne se paye pas, donc je ne me suis pas payé pendant 1 an et demi. Bon, j'ai eu 4 enfants, on roulait en Fiat Panda, c'était très, très drôle. Et on s'est beaucoup amusé. Pendant 2 ans, je suis parti en vacances chez tous mes copains, qui étaient charmants de m'accueillir avec mes enfants et mes chiens. Donc aujourd'hui, j'ai rajouté des chevaux, donc j'ai cessé de leur rendre visite. Et donc, ça a été ça le moteur. On a commencé à créer un cabinet, on était 5 associés et 1 collaborateur. Donc la courbe traditionnelle était un peu inversée. Aujourd'hui, on est 150 personnes et on fait partie des 10 premiers cabinets français. Et simplement, je pense que la recette, j'avais une idée, c'est qu'en France, il y avait la place pour un cabinet franco-français, mais ouvert sur l'international, et que le marché français ne permettait pas d'aborder, de manger le monde comme le font les Américains qui ont accompagné les sociétés américaines en Europe. Donc là, moi, je me suis dit, on a quand même des choses à faire, à condition qu'on fasse ce que font pas les autres cabinets d'avocats. Donc, ils n'ont pas de marketing. Nous, on va faire du marketing. Ils n'ont pas de positionnement d'image. Ils n'ont pas cherché à créer une image. Nous, on va le faire.
Moi, j'ai la chance de faire de la propriété intellectuelle qui, entre-temps, était devenue une matière à la mode. Et dans propriété intellectuelle, il y a une nouvelle technologie. Et à partir de ça, de cette image, même si ce n'est pas ce qui rapporte forcément le plus, hein, dans le métier du droit des affaires, ce qui rapporte le plus sont les fusions-acquisitions. Là, il y a des marges énormes. Mais en termes d'image, les fusions-acquisitions, tout le monde en fait, donc c'est pas très différenciant. Et puis, c'est pas très porteur comme image, c'est un peu rébarbatif. Donc, on a profité de l'image de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies pour financer le reste et investir beaucoup sur le M&A. Donc il ne faut pas non plus être complètement angélique. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est une fois que vous avez votre idée, votre analyse, vous y tenez. Et ce qui est assez magique dans l'entrepreneuriat, c'est que dès lors que votre idée fixe est validée et que vous y tenez, quoi que vous fassiez, tout converge tout le temps vers cette idée fixe. Et tout se construit un peu naturellement et malgré vous. Moi, j'ai tout appris sauf le management. Et finalement, votre conviction initiale, votre intuition, votre idée fixe, combinée à votre comportement quotidien qui est tout le temps guidé par ça, fait que tous vos actes convergent et que cette convergence, elle permet de construire, de capitaliser, et très vite, finalement, si vous restez cohérent avec votre idée d'origine, et si elle n'était pas trop mauvaise, ça marche. Donc ça, c'est la première leçon, c'est croire à ses convictions, à ses utopies et s'y tenir. La deuxième leçon, probablement, c'est de ne pas avoir peur des meilleurs que soi. Et ça, c'est extrêmement important. On voit que la plupart des échecs sont des échecs dus à des questions d'ego, donc d'amour-propre. Il faut de l'amour-propre, parce que alors chez les avocats, il est très développé, mais il en faut parce que c'est un très bon moteur, mais il faut un amour-propre bien placé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être meilleur que tout le monde, il y en a toujours des meilleurs. Et ça ne sert à rien d'être le premier, il y en aura toujours un autre qui vous prendra la place. Donc en revanche, il faut savoir catalyser les meilleurs. Et là, je pense que mon métier rejoint un peu celui de mes deux prédécesseurs. Il faut trouver les talents. Et les talents, moi, je suis probablement le moins diplômé de cette salle, mais probablement de mon cabinet aussi, où j'ai des énarques, des Sciences Po, des ESCP, des ESSEC, des HEC, enfin de tout. Ils sont diplômés des écoles françaises, américaines, anglaises, partout. Et en fait, c'est parce qu'ils sont très bons, parce qu'ils croient à cette idée, à mon utopie d'origine, ils s'y rallient, qu'on marche aussi bien. Donc il ne faut pas avoir peur. Donc ça, c'est la deuxième leçon, ne pas avoir peur de gens meilleurs que vous, parce que de toute façon, vous aurez votre place. Si vous êtes déterminé, ils vous font confiance. Et la troisième leçon, c'est que une fois que vous avez déterminé les talents, vous avez votre idée fixe et que vous y tenez, il faut manager. Et vous êtes en pré-master classe du cœur, créativité et management, c'est-à-dire les choses ne se font pas toutes seules quand même. C'est-à-dire et manager. Et donc, il faut accepter que le management est une valeur intrinsèque. C'est-à-dire que dans le métier d'avocat, ce qui est assez compliqué, c'est de sortir de ce qu'on appelle le timesheet, c'est-à-dire les feuilles de temps. Les avocats d'affaires facturent au temps passé. Donc d'ailleurs, je vais facturer Alexandre à la fin de cette intervention. Non, je plaisante. Mais on facture. Et donc, l'obsession des avocats, c'est de pouvoir facturer ces 8 heures ou 10 heures par jour à son taux horaire, et parce que il faut qu'on facture 2000 heures par an, voire plus. Et plus on facture, plus on est payé, plus on a de primes, etc. Et donc on est conditionné complètement par ça. Ça devient, même en vacances, tous les jours, je saisis mes temps pour bien montrer que c'est du temps non facturable. Enfin, ça devient horrible. Et donc ça, les avocats sont conditionnés pour ne pas manager, parce que le management, c'est du temps non facturable. Donc c'est affreux dans un cabinet d'avocats. Il n'y a pas de retour immédiat sur ce temps consacré. Or, dans une organisation humaine, et dans toutes les organisations, même les plus grosses entreprises type General Electric, le patron éternue, la société éternue. Et a fortiori dans des sociétés de services où on doit gérer les talents. Et donc, il faut accepter de passer du temps sur le management et sur l'organisation. Il n'y a pas d'organisation humaine, il n'y a pas d'entreprise qui puisse fonctionner si elle n'a pas une organisation adaptée à son activité.
Et ça, c'est le plus grand secret. Et c'est vrai que moi, un de mes moteurs entrepreneuriaux, c'est que je travaillais dans une société d'avocats qui était extrêmement compartimentée par matière. Et on conférait un monopole à chaque, ils appelaient ça des sections, c'était affreux, c'est cru dans la Légion romaine, à des sections, et ils avaient le monopole, et chaque section travaillait dans son domaine. Et donc si vous aviez une question d'un client qui traitait en même temps de la fiscalité, du droit d'auteur et du droit des sociétés, eh bien il fallait envoyer le client chez chaque avocat. Et c'était affreux, parce que tout à l'heure Jean-Marc le citait, il faut avoir l'obsession de la satisfaction client. Et là, c'est typiquement une organisation qui est calquée sur le besoin interne, donc une organisation interne, et pas du tout au service du client. Donc, ils avaient tout faux. Et moi, ça m'a exaspéré. Et ça, c'était en plus combiné à des systèmes de rémunération par business unit. Et donc, si vous voulez, déjà, naturellement, ils ne se parlaient pas beaucoup parce qu'ils n'étaient pas sur les mêmes matières. Mais si vous rajoutez des préoccupations financières là-dessus, il y avait autant de cabinets qu'il y avait de spécialités, ce qui n'avait absolument aucun sens. Il n'y avait aucun effet de levier collectif. Et donc, mon obsession, quand j'ai créé le cabinet, c'est de sortir de ce système-là. Et on fonctionne, nous, qu'en équipe projet. Donc, on est organisé de façon... on appelle ça horizontal, hein, c'est ça, dans les schémas d'organisation. J'ai vu un consultant pour réfléchir à la réforme de cette organisation. Il m'a dit que c'était une organisation verticale, donc horizontale, pardon, donc je retiens. Et que en équipe projet, et donc on constitue ces équipes en fonction des besoins du client, avec un chef de projet, et donc c'est nous qui nous adaptons au client et pas l'inverse. Et ça a été quelque chose de très important. Et donc, alors, le métier d'avocat, qui est un métier très rébarbatif, on a inventé, en France, hein, d'ailleurs, aux États-Unis, ça existait, ça n'existait pas encore en France, on a cherché un positionnement marketing un peu spécifique. Et en fait, on a regardé comment fonctionnaient les grandes entreprises, que nous n'étions pas, et on s'est dit, on va parler le même langage qu'elles. Et donc, on a édité, alors au début c'était très modeste, puis petit à petit ça s'est étoffé, on s'est livré au même exercice que les sociétés cotées, c'est-à-dire qu'on a fait chaque année un rapport d'activité où on donnait toutes nos données économiques et on disait exactement ce qu'on avait fait chaque année, en prenant le risque de devoir justifier des contre-performances. Hein. Et évidemment, c'est la contrepartie de la transparence. Mais cet exercice-là, au départ, on l'avait fait parce qu'on communiquait par voie de presse. Ça marche avec les entreprises françaises, mais peu à l'international. Et donc, on avait besoin de travailler avec nos clients américains, parce que c'est d'abord eux qui nous ont fait confiance, parce que le marché français est quand même assez conservateur. Donc, on a mis du temps à rentrer sur la société du CAC 40. Mais on a utilisé leur langage, et en faisant des rapports d'activité annuels, en se présentant, en ayant exactement la même structure que les rapports d'activité des sociétés cotées, et en le diffusant très largement, on s'est fait connaître. On a eu un positionnement, on a adopté des codes couleurs un peu spécifiques, etc. Et cette démarche-là a été un moteur incroyable de développement économique et de développement d'image, et nous a permis, alors que, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, oui, on a plein de personnes qui viennent nous aider pour les restos du corps. Au départ, on disait, ouais, on avait une communication qui était un peu surdimensionnée par rapport à notre taille réelle, mais finalement, c'est ça qui a donné de la crédibilité, un positionnement, et qui a fait que derrière, effectivement, à force de voir un rapport annuel tomber chaque année, de voir les courbes de croissance s'afficher, etc., les sociétés françaises du CAC 40, ultra conservatrices, ont fini par nous faire confiance. Et aujourd'hui, j'étais hier encore dans une grande banque pour vendre de la propriété intellectuelle, d'ailleurs, donc tout n'est pas incompatible, qui disait, ce qu'on aime bien avec vous, c'est qu'on travaille avec une institution, donc c'est un dialogue d'institution à institution. C'est vrai que pour une société qui a été créée il y a à peine 15 ans, où on était si tendus, trois pelés, et qui n'avions aucune expérience, qui venons de nulle part, c'était assez drôle. Et c'est le pouvoir magique de la valeur incorporelle, c'est que c'est un effet de levier incroyable. Et aujourd'hui, vous avez la chance, vous, de faire les études que vous faites partie de l'élite. S'il y a un conseil à vous donner, c'est ne soyez pas conventionnel, apprenez
tout ce qui vient des conventions, c'est extrêmement important de l'avoir, mais sachez en sortir parce que c'est que dans l'audace et dans des idées assez simples. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour réussir dans l'économie, mais si vous êtes déterminé, un peu de bon sens dans l'analyse du marché et beaucoup de détermination et pas mal de travail, vous y arriverez facilement, je pense. Merci Louis. Continuez un petit peu. Franck, c'est quand même exceptionnel. Quand on dit directeur exceptionnel, ça a mis quand même un certain temps. Il a été là tout le temps. Là, il a des obligations. Il va peut-être revenir un peu après, mais c'est ça, sur le terrain. Et quand on parle de rencontre, quelle belle rencontre Franck, parce que c'est quand même l'idée de Franck. C'est Franck et Andreas, votre directeur académique, ici présent. Et puis, ce n'est pas à moi de présenter le reste du corps professoral, bien sûr. Mais Franck et Andreas, avec qui on parle de rencontres, qui m'ont, j'allais dire, créé et constitué maître de conférence, même si j'ai déjà des expériences, pour qu'on fasse ça. Donc les rencontres, les rencontres, déjà, ça en est une. Et puis, c'est celle entre nous. Et puis, vous allez en avoir d'autres. Donc, c'est important, quand même, cette histoire de rencontre. Mais il faut être prêt, Jean-Marc vous l'a dit. Je redis encore, c'est quand l'élève est prêt que le maître apparaît. Il faut commencer à avoir fait le chemin soi-même. Bon, en tout cas, on va avoir l'occasion de l'applaudir, vous aurez l'occasion de le revoir plus que moi, mais Franck est un directeur sur le terrain. Oui, non mais Franck, il y va, il est là, Franck. Non mais c'est important, ce n'est pas que des paroles, il est là, il vous suit, il est ouvert, et pourtant il en a du temps à passer sur les campus. Et c'est une preuve aujourd'hui. Il vient de prendre toute la journée pour vous, il était là. C'est pas, vous l'avez pas vu en duplex de Londres aujourd'hui, il était là. Les Français parlent au français. Exactement. Bien. Alors, je voulais vraiment vous remercier parce que c'est une journée qui a été longue et peut-être inhabituelle. Remercier Alexandre et les remarquables intervenants. Vous voyez, l'esprit sur le débat, les rencontres, eh bien, ça, c'est tout à fait dans le ton de l'école. Vous allez avoir un corps professoral qui va... et c'est l'aspect professionnalisme qu'a évoqué Jean-Marc. Le corps professoral qui va vous délivrer des modèles, des corps conceptuels, la connaissance dans laquelle il va falloir entrer, qu'il va falloir connaître, qu'il va falloir maîtriser. Et à côté aussi, faire son expérience pratique avec, j'allais dire, les événements, les études de cas, les magnifiques parcours d'entrepreneurs. Et c'est avec tout cela qu'il va falloir articuler, mailler vos beaux projets. Et c'est vraiment fabuleux de voir qu'ils peuvent être et qu'ils seront aussi nombreux. Je m'éclipse parce que j'ai un engagement que je dois respecter. Et puis alors encore merci Franck. Je vais un peu... Bravo et... Je peux vous dire, j'ai connu tous les directeurs de l'école depuis très très longtemps, depuis le directeur Jacques Perrin en passant. Et voilà, là vous avez vraiment quelqu'un d'exceptionnel et qui réunit beaucoup de choses en lui. Et c'est assez rare en plus, un prof d'envergure en plus de ça.